Tout commence au pays d'Azur, et la mission est achevée à 99%. Une fille ailée est projetée en arrière, atterrit gracieusement et dit que le bâtard n'est toujours pas là. À ce rythme, il n'allait pas gagner. Le chef de l'endroit, nommé en B, déclare que tous ceux qui sont là aujourd'hui seront anéantis. Personne ne survivrait à la rage et à la fureur de ces flammes. La fée est certaine que c'est fini, jusqu'à ce qu'un bouclier apparaisse devant elle. Le soigneur, Sedo, niveau 96, lui dit d'arrêter de l'appeler Nounou. La fille charge à nouveau, pensant qu'il suffit de tenir jusqu'à l'arrivée de cette personne. Elle a Ayan Hitomi, la troisième plus célèbre du classement, et elle est là pour asséner un bon coup au boss. Cependant, le monstre répond simplement que son effort est futile. Elle déchaîne son combo sur le bouclier. Regardez ça. Les dégâts s'accumulent, exactement comme dans le jeu. Mais apparemment, ça n'a servi à rien car elle est de nouveau projetée loin en arrière. À ce moment, elle appelle quelqu'un qui apparaît juste derrière le boss, lui disant qu'elle peut compter sur lui. Où ce coup a-t-il atterri? Il a touché un endroit assez particulier sur le boss. Puis il disparaît, disant qu'il est sûr d'avoir causé des dégâts considérables. Mais en une seconde, le boss est déjà devant eux, disant que leur vitesse ne se compare même pas à la sienne, et il leur envoie une attaque directe. Les deux alliés tombés appellent leurs camarades, et c'est là que quelque chose se brise. Une épée heurte celle du boss, et il sourit, disant qu'il est enfin arrivé. Le plus fort d'entre eux était maintenant parmi eux. Le blond s'excuse, disant que les forces restantes lui ont donné un peu de fil à retordre, mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lui, Kamoata Shizuya, était arrivé. Le gars est le joueur numéro 1 du classement, et aussitôt, le boss charge pour le frapper par derrière. Mais il réussit à se retourner juste à temps et à bloquer. Une bagarre générale éclate, les coups fusent, et il distribue des talonnades ici et là, mélangeant des compétences de gravité. Le combat fait rage, et Kamiyada dit qu'il va en finir en 3 secondes environ. Un lion doré apparaît dans le ciel, et on dirait qu'il assène un coup net à la tête du boss avec tout qui explose autour. Enfin, pas exactement la tête. Il s'avère qu'il a creusé un cratère en plein dans la poitrine du boss. Et c'est ainsi que la guilde Mapo-Tofu avait vaincu le boss en un temps record. Le ciel s'éclaircit, et tout le monde est impressionné que le boss soit tombé en un seul coup. Le ninja, Nishi, souligne que sans son attaque furtive parfaitement synchronisée par derrière, ça n'aurait pas gagné. Pendant ce temps, le soigneur observe, pensant que ce n'est pas seulement les objets et la puissance brute que ce gars possède. Son jugement et sa compréhension du jeu sont d'un tout autre niveau. Cela a pu ressembler à une victoire facile, mais créer une ouverture comme ça n'est possible que pour quelqu'un qui comprend parfaitement le système. Pas étonnant qu'il soit surnommé le roi d'Azur. C'est là qu'une fenêtre apparaît pour Kamiyata. Il vient de compléter 100 succès sur 100 dans le jeu. Enfin, il a tout obtenu. Et en ce qui le concernait, le jeu était terminé. Mais soudain, un dernier succès apparaît, omission et omnipotence. Pour le débloquer, il faudrait qu'il soit le premier joueur, sur tous les serveurs, à tout accomplir avant tout le monde. Juste à ce moment-là, une autre fenêtre de jeu apparaît, annonçant à tous que les serveurs vont s'arrêter dans 5 secondes. Une fois qu'ils se reconnecteront, il y aura une nouvelle maintenance. 5 secondes, ce n'est pas beaucoup de temps pour assimiler ça, mais tout le monde semble excité de voir ce que sera cette nouvelle extension. Kamiyada, lui, se demande à quel point il aimerait revoir tout le monde. Mais 5 jours passent, et toujours pas de nouvelles du jeu. Le jeu le plus célèbre du monde, un engouement international, a disparu sans laisser de traces. Kamiyata est furieux car il a été déconnecté sans même savoir quelle était la vraie récompense pour avoir tout terminé. En ligne, tout le monde est contrarié, souhaitant le retour de son jeu préféré. Un train s'arrête à une certaine gare, et le protagoniste est assis là, un peu abattu, lisant les commentaires jusqu'à ce que quelqu'un lui dise de regarder cette déclaration de guerre. Il clique, et une streameuse dit avoir trouvé quelque chose d'important sur les serveurs Azur, quelque chose lié à la guilde Mapo-Tofu. Apparemment, dans le classement des missions accomplies, ils ont atteint 101%, ce qui indique clairement une sorte de triche. Elle veut que le chef, Kamiyata Shizuya, explique exactement pourquoi cela s'est produit. Le protagoniste est à la fenêtre, lui aussi confus. Il suppose que cela pourrait avoir un rapport avec ses 100 succès, mais il n'en a aucune idée. Soudain, les gens dans le train commencent à demander « Qu'est-ce que c'est ?» Quand il regarde devant lui, un portail massif est apparu à l'intérieur du train. Oh, c'est le moment classique du point de vue du lecteur omniscient. Quelque chose commence à prendre forme devant, tandis que d'étranges motifs numériques apparaissent sur son corps. Le train freine brusquement, et tout le monde est projeté. En un instant, une entaille se produit et le sang gicle. Le protagoniste est toujours confus. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Du mur où l'entaille a frappé, un chevalier sort. Quoi, doucement, maître du jeu? C'est quoi le problème? Song Joon-woo n'a eu à affronter ce genre de choses qu'après 10 chapitres. Et ce n'est pas juste un. Il y a toute une escouade qui se déverse dans le train. Tout le monde court, mais les créatures sont déjà sur eux. Quelle chance les pauvres passagers ont-ils de s'échapper? Les épées sont plus grandes que leur corps. Oh non. Vont-ils tuer la jolie fille dans le train? Elle est coupée en deux. Et mon cher petit protagoniste pensait que tu allais faire quelque chose d'héroïque, mais non. Tu restes juste là, les yeux écarquillés. Tu ferais mieux de te reprendre, parce que pendant que tu te demandes ce qui se passe, la créature est déjà en train de venir t'attaquer aussi. Il esquive seulement parce qu'il a déjà vu une technique comme ça. La créature est déjà en train de faire des pirouettes dans les airs. Il vient juste d'ouvrir le portail, calme-toi. Et le pire, c'est qu'il semble utiliser une technique similaire à celle qu'il utilisait lui-même. L'astuce pour l'esquiver est en fait de foncer et de se glisser en dessous. Le monstre le fixe, et il réalise que c'est exactement ce à quoi il s'attendait. Kamiyata Shizuya est niveau 1 sans aucune classe, mais il détient le titre d'omniscient et d'omnipotent.
La créature devant lui est un commandant de niveau 35, et le mouvement qu'elle a utilisé était la taillade du lion. Sortant du territoire du ver, il se demande déjà quel est le chemin le plus court pour sortir d'ici. Il sait qu'il est probablement dans ce qui est connu dans le jeu comme le donjon des vers. Le problème, c'est que les bêtes l'ont ciblé. Alors, dès qu'il sort de cette chose, il est forcé de se remettre à courir. Mais notre gars n'a aucune chance. Comment est-il censé gagner à 1 contre 1 quand c'est niveau 1 contre 35? Pourtant, il dit qu'à ce moment-là, pour une raison quelconque, il a oublié qu'il était dans le monde réel. Son esprit n'a pas enregistré qu'une seule erreur pourrait lui coûter la vie. Au lieu de cela, il s'est retrouvé à vouloir saisir l'occasion. Il n'avait pas joué depuis un moment. Enfin, un moment signifie 5 jours, le pauvre accro. Le monstre est sur le point de frapper, mais il dit que c'est dommage pour la bête. C'est fini alors que le ver éclate et le dévore. Apparemment, il connaissait le moment exact où ce ver émergerait. Du moins, c'est ce qu'il semble. Il affirme qu'il a parié dessus, et ça a payé. Tout de suite, il sort son téléphone en se demandant ce qu'il en est de ses amis. Tout le monde parle d'alarme qui se déclenche, évidemment, mais sa batterie est à 8%. Et pour aggraver les choses, une autre escouade de créatures de niveau 30 se dirige déjà vers lui, il doit donc bouger vite. Au moins, ce jeu est assez généreux pour avoir le butin automatique. Les objets sont ramassés automatiquement. Le butin était une épée de niveau 25 avec des stats ridicules, et il dit qu'il n'y a aucun moyen qu'une chose aussi forte existe au début du jeu. Un message apparaît alors lui demandant s'il veut activer la poursuite de la haine. C'est une compétence que vous utilisez pour récupérer les objets qui vous ont été volés. Oh, il s'avère qu'il ne l'a pas activée. Le monstre l'a utilisé sur lui pour avoir volé son épée. Malgré tout, il équipe l'épée, et pendant une seconde, il pense avoir atteint le niveau 8. Peut-être que ses stats ont été réduites, ou peut-être est-ce à cause de ce titre omnipotent. Quoi qu'il en soit, dès qu'il manie l'épée, il débloque les compétences du commandant. Il active immédiatement le drapeau du courage, ce qui le fait courir plus vite et continuer d'accélérer, bien que cela brûle du mana. Le problème, c'est que son seul mouvement offensif est la taillade du lion qui peut être utilisée 3 fois de suite, mais ce n'est pas suffisant pour infliger de vrais dégâts. Puisqu'il ne peut pas les blesser, il décide de l'utiliser pour la mobilité à la place, sautant dans les escaliers. Mais ces créatures du jeu sont juste derrière lui. Ce jeu est vraiment difficile. Puis il simule un saut et se cache. En regardant l'épée, il sait que c'est la seule raison pour laquelle il est encore en vie. Ce qui est étrange, c'est qu'il a déjà vu cet objet dans le jeu, mais cette version est bien plus forte. L'inconvénient, c'est que la poursuite de la haine se déclenchera bientôt à nouveau, permettant au monstre de le traquer une fois de plus. Le train entier est maintenant envahi d'ombre, comme quelque chose tout droit sorti du monde de Sung Jinwoo. Il réalise que c'est faux. Même dans le jeu, ce n'était pas aussi difficile, mais ensuite il repère une pierre, le genre qui représentait les points de réapparition dans le jeu. Seulement maintenant, il semble que des monstres y réapparaissent à la place, ce qui est étrange car cela aurait dû être des joueurs. C'est là qu'il comprend. Les monstres ont des capacités humaines, lâchent des objets et réapparaissent. Apparemment, au lieu d'être un jeu où les humains chassent les monstres, c'est l'inverse, ce qui est terrible car cela signifie que les créatures peuvent continuer à apparaître à l'infini. Maintenant, il va voir ce qu'est la vie d'un monstre, tuant un joueur pour les regarder revenir des centaines de fois. Avec cela en tête, il décide qu'il ne peut pas rester immobile et mourir. Après tout, c'est lui qui a la meilleure chance ici. Personne ne connaît ce jeu mieux que lui. Même si l'ennemi est comme un joueur immortel et même s'il n'a qu'une seule vie, il va survivre. Déjà en train de descendre quelques volets d'escalier, il cherche le donjon des vers. Juste devant, il trouve le chemin vers une zone de rancée, parfaite pour le début du jeu. C'est parce qu'il connaît un moyen de s'enfoncer profondément dans ce donjon et de le terminer sans même avoir à affronter le boss. Le problème, c'est que si l'astuce qu'il utilisait dans le jeu ne fonctionne pas ici, il n'aura d'autre choix que de l'affronter de front, et ses chances de gagner étaient pratiquement nulles. Mais pire que d'affronter le boss, c'est de gérer cette meute de chevaliers qui le poursuit déjà à nouveau. Le jeu a vraiment basculé. Il est forcé de courir pour sa vie, de prendre ses distances avec eux, et seulement ensuite de commencer à farmer le donjon. Le problème, c'est que pendant cette évasion, un SM de verre a rejoint la poursuite. À ce rythme, ils vont le rattraper jusqu'à ce que, finalement, il repère une issue. Une fois de plus, il utilise cette taillade du lion pour sauter et plonger dans une petite ouverture. À l'intérieur, il trouve les larmes de Furov. Une seule goutte tombe, et il gagne plus 0,00 à ses statistiques. À ce moment-là, l'épreuve de Furov commence, et le pouvoir de la créature commence à s'infiltrer dans son corps. Tout comme dans le jeu, une goutte tombe toutes les 5 secondes, et en 100 secondes, vous obtenez un point de statistique. Si vous restez là pendant 3 jours entiers, vous pouvez gagner environ 50 points. C'est le genre de choses qui aurait du sens dans un jeu, rester immobile pendant 3 jours pendant que tout le monde monte de niveau. Franchement, avec des monstres aussi forts, tout le monde est probablement en train de mourir à la place. Bien sûr, des gens sont déjà en train d'être déchirés en deux. Shizuya commence à se demander ce que sont ses souvenirs. Un autre souvenir lui revient. Cette fois, celui de la première fille qui est morte dans le train. On dirait que son état mental est affaibli par quelque chose, encore une étrange différence entre le jeu et la réalité. Puis une voix étrange commence à appeler Shizuya. Ses amis sourient, jusqu'à ce que soudain, il se transforme en tas de cadavres tordus, lui disant qu'il est en retard. Il se réveille en sursaut, réalisant que tout cela fait partie de l'épreuve de Farah. Quand les gouttes tombent, on commence à subir des attaques mentales. Il doit rester calme pour accumuler le plus de stats possible. 2 jours se sont déjà écoulés. Il doit juste tenir un jour de plus. Mais alors, la lame lui entaille la poitrine. Quand il se retourne, c'est un des soldats,
et il se demande si c'est la fin. Un humain ordinaire ne pourrait jamais vaincre une créature aussi forte avec des traits de joueur qui peut revivre à l'infini. C'est peut-être le moment d'abandonner. L'humanité n'aurait aucune chance contre quelque chose comme ça. Mais non, c'est le joueur le plus fort. Même à un bas niveau, il ne va pas perdre contre des mobs de début de partie. Il pousse un cri, et bien sûr, il s'avère que c'est une attaque mentale. C'est là que Faref le reconnaît, et il ne fait plus qu'un avec l'espèce. Il se détend, remarquant que sa poitrine va parfaitement bien. Ce n'était qu'une illusion. Il semble qu'il ait accumulé tout ce qu'il pouvait ici, et il est temps de partir. Puisqu'il fait maintenant partie de leur espèce en théorie, les vers ne devraient pas l'attaquer. Mais juste derrière lui, le boss apparaît. La créature le fixe, mais au lieu d'attaquer, elle pond un œuf sur le sol. C'est une essence de ver, et pour une raison ou une autre, il craint que ça n'éclose en quelque chose de petit. Parce que dernièrement, chaque fois qu'il y a un œuf, une de ces maudites petites filles en sort. Mais cette fois, ce n'est pas juste un œuf. C'est quelque chose qu'il peut manger pour restaurer sa santé. Dieu merci. Dès qu'il quitte le donjon, il voit que la plupart des créatures de haut niveau sont parties, ne laissant que des chevaliers de niveau 20. Il est maintenant niveau 25 après son temps à l'intérieur, et avec les stats supplémentaires et l'épée, il peut les gérer. Il commence par en couper 3 ou 4 en 2 d'un coup de la frappe du lion. Un autre charge pour un coup de bouclier, mais il utilise cette compétence de sprint du drapeau pour s'éloigner en vitesse. Puis une flèche arrive en volant, mais il continue de brûler du mana pour maintenir la compétence et l'esquive sur le côté. Un extincteur explose à proximité, et il réalise que même à un niveau similaire, il ne peut pas rester trop longtemps dans cette zone. Ces créatures étaient infinies, et elles semblent même avoir un certain niveau d'organisation. Au milieu de ses pensées, l'une d'elles traverse le mur et apparaît au-dessus de lui. Et cette fois, ce n'est pas une illusion, elle lui porte un coup net à l'épaule. Il recule, réalisant qu'il avait baissé sa garde. C'est là qu'il remarque le monstre tenant une pierre de portail, encore un objet de type joueur utilisé. Avec ça, plusieurs alliés de la créature apparaissent à ses côtés. Le problème, c'est qu'il est blessé et n'a aucun moyen d'esquiver. Mais encore une fois, il est sauvé par le ver géant. Puisqu'il fait maintenant partie de l'espèce et qu'il est attaqué, les créatures réagissent pour le défendre. Il est reconnaissant, disant que c'était de justesse qu'il n'était pas mort cette fois. Au moins, il a toujours l'œuf qui peut restaurer sa santé. Puis il remarque que la pierre de portail est tombée au sol. Il dit au ver de manger l'objet et de se déplacer à grande vitesse. Il doit créer une diversion pour s'échapper, et les vers traversent les tunnels en déchiquetant les joueurs. Grâce au monstre qu'il tue, il atteint le niveau 17 et ramasse plus d'armes. Celles-ci, cependant, n'ont aucune restriction de classe, probablement à cause de son titre de pouvoir et d'omnipotence. Il sait que les créatures sont comme des joueurs et réagiront, alors il s'enfuit. En dehors de la ville, des panneaux d'évacuation sont partout, et tout le monde crie aux gens de fuir les créatures. Il y a une pauvre mère tenant un enfant pendant qu'un chevalier et une autre bête font tourner une énorme boule sur son dos. Et, bien sûr, les citoyens respectables en profitent pour piller dans le chaos. Pendant ce temps, dans un restaurant, il y a une fille avec des écouteurs qui chante pour elle-même. Alors que d'autres volent, elle va en fait payer honnêtement. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très consciente car elle se promène dans la rue, son téléphone en l'air, se plaignant d'un mauvais signal. Et, monstre par ici. Il y a une folle qui agite ses écouteurs. Soudain, quelqu'un lui attrape le bras, arrache les écouteurs, la plaque contre le mur et lui dit de se taire. Un monstre passe, et ce n'est qu'alors qu'elle réalise qu'un carnage complet se déroule dans la ville. Mais un assassin de l'ombre, niveau 25, les remarque et se précipite vers les deux. Le gars à capuche essaie de jouer les héros, mais la créature fait un triple saut pour réduire la distance. Il lui tend la main vers le cou, et il dit à la fille de faire attention. Quand elle se retourne, le gars a bloqué l'attaque. C'est lui, Shizuya en personne, qui assène une estocade sur le bras de la créature. Le monstre recule et tire, l'obligeant à dévier. Ses ennemis sont vraiment tenaces. Ce n'est pas facile de les combattre. Même Shizuya, un joueur de haut niveau, ne peut pas empêcher la créature de s'accroupir pour esquiver sa coupe. Pendant ce temps, la maudite reine de TikTok est occupée à filmer une vidéo. Il lui dit d'arrêter de faire l'idiote, la tire et dit qu'ils doivent profiter de l'occasion pour s'échapper. Il continue de la gronder, lui disant qu'elle est idiote et qu'elle doit comprendre la situation dans laquelle il se trouve. Mais elle dit qu'ils ne l'attaqueront pas de toute façon. Il est un peu déstabilisé, et elle dit que ce n'est rien, pas du tout suspect. Puis elle lui demande à propos de son tatouage, et il lui dit que beaucoup de choses se sont passées. Quand il a ramassé une arme de ses créatures, il a obtenu le même pouvoir qu'elle. Maintenant, il essaie de comprendre pourquoi il l'a reçu. Quelque temps plus tard, dans une autre partie de la ville, ils gravissent une montagne. Toujours pas sûr pourquoi il a sauvé cette girl, mais voyons voir. Elle est impressionnée qu'ils connaissent tout le chemin, mais en fait, la ville ressemble étrangement à la carte de départ du jeu. Ça veut sûrement dire que le jeu a été calqué sur la réalité. Elle lui demande pourquoi il va dans un endroit si abandonné, et il lui dit d'arrêter de le suivre. Deux marginaux, il l'a traîné pour la sauver. Maintenant, elle le suit et ils se disputent. Elle lui dit de l'appeler par son nom, Kokomona Chijo, et qu'elle le suit parce que ça a l'air amusant. Mais à ce moment précis, son pied traverse une barrière, et il découvre une grotte cachée. À l'intérieur, elle veut savoir ce qui se passe. L'air y est étrange, mais il lui dit de se taire. Au fond du tunnel, il y a un amas de lumière, presque comme des étoiles. Non. En y regardant de plus près, ce sont des tirs. Oh, d'accord. Il ne lui tire pas dessus. Il tire sur les monstres devant, tous avec de lourds boucliers et des soigneurs à l'arrière. En fait, c'est une partie de chasse. Mais cette fois, les chasseurs sont des monstres,
et derrière eux se trouve notre héros, soulagé car ses ennemis ne sont que niveau 18 et ne semblent pas très expérimentés. Comme ils sont distraits, il pourrait peut-être les éliminer. Il avance, et Ichijo lui dit de faire attention. Les chasseurs, le prenant pour un monstre, ouvrent immédiatement le feu dans sa direction, mais il utilise son bond de lion, atterrit derrière eux et lacère le soigneur. Le tank et un autre devant se retournent instantanément vers lui. Le porteur de bouclier essaie de frapper, mais il esquive d'un bond. Ça laisse le soigneur exposé, et ils se font fauchère. Les monstres se tournent les uns vers les autres, levant une barrière, seulement pour qu'elle soit détruite aussitôt. Mais quand elle tombe, les humains ne peuvent plus voir les créatures. Shizuya intervient, disant que les monstres ont battu en retraite et qu'il n'y a pas besoin de gaspiller plus de balles. Vraiment? Pourquoi les avoir laissés fuir? Le but en venant ici n'était pas de les tuer. De nulle part, la femme qu'il vient de sauver pointe une arme sur lui. Ichiro intervient, lui disant de ne pas tirer, affirmant qu'elle est certaine qu'il est humain et qu'il l'a sauvé. Les soldats se regardent et disent qu'ils en parleront plus à l'intérieur. Plus profondément dans la grotte, il y a tout un groupe de personnes allongées, épuisées. La seule qui a l'air joyeuse est une Shijo, clairement suspecte. Les soldats expliquent qu'ils étaient en mission mais ont été pourchassés par des monstres et se sont retrouvés piégés ici. Le protagoniste dit que c'est fou d'essayer de protéger autant de monde. C'est impossible. La femme répond que ce n'est pas comme si elle pouvait tuer tous les monstres non plus. Ils ne le laisseront pas partir. C'est parce que c'est un de ces donjons de débutants que tu es obligé de terminer. Tu ne peux pas sortir tant que tu ne l'as pas vidé. Le boss ici est une paire de jumeaux de niveau 15. Rien de trop effrayant à première vue. Le problème, c'est que l'homme est incroyablement résistant, et la femme est extrêmement précise dans ses tirs. En entendant cela, le protagoniste a mal à la tête en commençant enfin à comprendre. Tout du jeu s'est déversé dans la réalité, et maintenant les rôles sont inversés. Les monstres sont les joueurs, et au nom de la justice, ils sont là pour anéantir l'humanité. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi un tel jeu tordu a lieu en premier lieu. Les soldats ont posé des canettes de soda au sol pour détecter l'approche des monstres. Quand une créature marche dessus, ils savent qu'elle arrive. L'excentrique Shijo dit qu'elle va vérifier pendant que les soldats commencent à évacuer tout le monde. Elle jette un œil derrière un rocher et en voit 5 approcher, et le pire, c'est qu'ils sont toujours si bien organisés. Le protagoniste dit que maintenant les civils sont évacués. Il est temps de s'en occuper. Les ennemis sont de niveau 20 à 25. L'archer tire une flèche au plafond, qui sert de source de lumière. Le protagoniste fonce, disant qu'il a seulement besoin de soutien pendant qu'il s'occupe de ceux à l'arrière. Il se dirige vers le porteur de bouclier, mais le mage a l'air étrange devant conjure 3 boules de feu et lance explosion après explosion, le forçant à esquiver. Il arrive juste devant le bouclier et utilise cette technique de saut à nouveau pour atterrir derrière eux. Les soldats continuent de tirer pendant qu'ils tranchent la première cible. Pour un joueur expérimenté comme lui, ces créatures, avec seulement des compétences de base, sont des proies faciles. L'archer tire une flèche qui semble facile à esquiver jusqu'à ce qu'elle courbe en plein vol, révélant que c'était un tir de précision. De tout le groupe, l'archer semble être le seul avec une réelle expérience. Mais alors, avec une explosion soudaine à l'intérieur de la grotte, tout devient chaotique. Les soldats continuent de tirer, lui demandant s'il va bien. Il dit qu'il va bien, mais il commence à remarquer quelque chose d'inquiétant. Les monstres semblent s'améliorer au fur et à mesure que le combat avance. Il frappe le mage à nouveau et arrive à l'évidence. Comme les joueurs, ils évoluent par ce qu'ils peuvent apprendre. Pour aggraver les choses, le mage qu'il essaie de tuer est instantanément soigné par la femme à l'arrière. Même quand c'est un monstre, le soigneur est une femme. Le stéréotype perdure. Shizuya veut réduire l'écart, mais leur formation est solide, avec l'archer protégeant toujours le soigneur. La seule façon de passer serait si les soldats lui donnaient une ouverture. Mais en pleine réflexion, le tank le frappe d'un coup de bouclier, le projetant contre le mur. Si le joueur numéro 1 a tant de mal, le reste du monde a probablement déjà été anéanti. Voyant son propre sang, il envisage de sacrifier des soldats comme appât pour distraire l'ennemi et gagner. Dans le jeu, les gens pouvaient ressusciter, donc il n'aurait pas hésité. Mais maintenant, ce sont de vraies personnes. Pendant ce temps, avec l'abacus, Shijo tend une sucette à une petite fille, lui disant d'arrêter de pleurer sinon elle deviendra toute ridée et moche. Elle demande, de but en blanc, où sont la maman et le papa de la petite fille. L'enfant répond simplement qu'ils sont devenus de la nourriture pour monstres. Pendant le combat, des tirs incessants pleuvent, mais notre gars ne peut toujours pas atteindre l'arrière. Il dit qu'il va réessayer, active l'étendard du courage et commence à brûler son mana pour foncer. Mais juste au moment où une flèche arrive, il dit doucement qu'il est désolé. Au même moment, la petite fille demande à Shizuya si les soldats vont mourir. Shizuya esquive et la flèche ricoche, filant droit dans la poitrine d'un soldat, en plein cœur. La femme à côté de lui est sans voix, tandis que Shizuya dit que, malheureusement, pour achever ses ennemis de type joueur, il devrait sacrifier quelqu'un. Il sait que dans le jeu, il existe un système de lien entre les gens, et quand il est brisé, ils ont tendance à perdre leur concentration. Elle interpelle l'homme qui a été touché, mais Shizuya leur dit qu'il n'y a pas de temps à perdre à pleurer. Elle se jette à terre, attrape une arme, puis un sac plein de dynamite, et le lance vers les monstres, tirant à tout va et provoquant des explosions comme une folle. Ce type se comporte pratiquement comme Sung Junwo, laissant les autres se sacrifier pour qu'ils puissent récolter les lauriers. Mais quand la fumée se dissipe, la pauvre femme tombe à genoux, le cœur brisé par la perte de son mari, de son compagnon ou d'un ami proche. Puis soudain, il se relève en toussant. Il s'avère que Shizuya n'agissait pas de manière imprudente. Il avait jugé la situation. L'étendard du courage ne fait pas qu'augmenter la vitesse. Il augmente aussi la défense et les PV max des alliés proches, et il s'était dit que l'homme pourrait encaisser. Le gars reste là,
abasourdi, regardant tous les monstres morts sans savoir ce qui vient de se passer. La femme lui donne un coup de coude dans la poitrine, et quelque chose tombe au sol. Elle le ramasse. C'est une bague. Le pauvre homme avait prévu de la demander en mariage, mais sérieusement, en pleine apocalypse, maintenant elle est toute émue, et il rougit en la serrant dans ses bras, tandis que Shizuya sourit faiblement en arrière-plan. Le bizarre type à la casquette bleue remercie tout le monde d'être en vie. Voyant cela, Shizuya pense que ce n'est peut-être pas la fin de l'humanité. Peut-être qu'il y a encore une chance de gagner. Cet optimisme change 30 minutes plus tard quand une créature massive apparaît, le pied couvert de sang. Dans le chapitre suivant, un homme aux cheveux longs refuse catégoriquement de prendre part à tout ça. Il dit qu'il ne quittera pas cet endroit et n'est entré dans la grotte que parce que tout le monde savait que c'était plus sûr ici. Les soldats cherchent désespérément de l'aide, mais personne ne veut se manifester. La femme aux cheveux noirs dit qu'ils doivent partir d'ici car les créatures ne vont pas cesser d'arriver. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde ne meure. Shizuya intervient et confirme, disant qu'ils reviendront bientôt, et pire, qu'ils seront plus forts qu'avant. L'homme aux cheveux longs répond qu'ils pourraient aussi bien mourir tous maintenant, puisque ces choses ne cesseront jamais d'arriver. Puis tout aussi vite, il se demande pourquoi il devrait faire confiance à quelqu'un qui a des pouvoirs exactement comme ceux des monstres. Ishijo lui dit de se taire, soulignant qu'il critique la seule personne qui lui a sauvé la vie. S'il veut rester ici, alors soit qu'il meure comme un chien errant. Les soldats disent à tout le monde de se calmer et que ceux qui veulent partir devraient les suivre, tandis que les autres peuvent rester à l'intérieur et attendre les renforts. L'homme aux cheveux longs ricane, disant que personne ne partira. Tout le monde a vu à quel point c'est dangereux dehors. Mais alors la petite fille blonde, toute mignonne et timide, dit qu'elle va avec les soldats. Étrangement, cela semble inspirer le reste du groupe qui décide qu'il est préférable de la suivre plutôt que de rester ici, d'autant plus que les monstres reviendront. Évidemment, voyant tout le monde partir, le gars aux cheveux longs dit qu'il devra aussi y aller pour les protéger. Tout le monde rassemble le peu qu'ils ont, et 5 minutes plus tard, ils sont en route. En chemin, Ishijo a demandé au protagoniste comment il savait que les monstres ressusciteraient alors que c'est la première fois qu'une chose pareille se produit. Il répond de manière désinvolte, disant que c'était juste une corrélation. Bien qu'en vérité, il pense à deux problèmes majeurs. Premièrement, si ces monstres sont comme des joueurs, ils continueront à gagner des statistiques et à devenir plus forts pour de nouveaux équipements. Deuxièmement, et pire encore, ils ressusciteront à l'infini tant qu'il ne trouvera pas un moyen de l'arrêter. D'un autre côté, les créatures n'ont besoin de les tuer qu'une seule fois, tout comme un joueur n'a besoin de terminer un donjon qu'une seule fois. En théorie, c'est un système conçu pour s'assurer qu'ils n'auront jamais une réelle chance de gagner. Un soldat remarque alors que Shizuya est étrangement calme. Ce serait normal s'il était soldat aussi, mais ce n'est pas le cas. Même ce soldat qui s'est entraîné d'innombrables fois a les mains qui tremblent car il est complètement épuisé physiquement et mentalement. Le protagoniste demande « Pourquoi vous donnez-vous autant de mal ?» Eh bien, parce que s'il ne le fait pas, il mourra. Quelle autre raison y a-t-il? Shizuya lui dit qu'il devrait abandonner tout le monde. Ses chances de survivre juste avec cette femme seraient bien plus élevées qu'en essayant de protéger toutes ces personnes. Le soldat est d'accord, mais dit qu'il n'a aucune intention de le faire. Soudain, il tombe sur l'emblème national là où se trouvait l'ancien. Ils sont sûrs que quelque chose approche. Le soldat dit à Shizukiya que si ça se résume à eux deux, il devrait prendre la fille et courir. En entendant cela, Ishijo s'interroge sur Kotana, la fille blonde de tout à l'heure. L'homme explique qu'elle est maintenant toujours avec Akina. Aussi dur qu'Akina soit en tant qu'officier, elle ne peut pas résister à la petite fille. Apparemment, Akina avait une maladie quand elle était plus jeune qui l'a rendue incapable d'avoir des enfants. Et juste comme ça, l'histoire prend un virage émotionnel à 360 degrés. Mais sa discussion sincère est soudainement interrompue par une flèche venue de nulle part. Shizuya est sur le point de dire à tout le monde de faire attention quand du sang éclabousse son visage. Tout le monde se retourne, et ils se figent tous. La fille blonde a été frappée en pleine poitrine. Elle s'effondre au sol, sans vie. La femme qui est plus proche crie Kotana et essaie de se précipiter en avant. Tous les autres courent après elle, lui disant de se calmer. Ils se souviennent tous que l'archer ennemi était assez habile pour ne pas manquer sa cible et toucher accidentellement un enfant, donc le tir devait avoir un autre but. La soldate tire un coup dans le dos de l'archer, criant qu'elle va tuer le salaud qui a assassiné l'enfant. Un autre homme essaie de l'éloigner, et Shizuya leur crie de partir. Mais à cet instant, ils sont écrasés. Shizuya se demande comment il a pu oublier ça. Les golems de pierre étaient autrefois les alliés de la faction du joueur dans ce monde. En théorie, ils servaient de gardiens aux entrées des donjons, empêchant les ennemis de s'échapper. Mais maintenant qu'ils ne sont plus du côté du joueur, ces choses sont devenues leurs ennemis. Et puis le golem lève le pied, et les gens en dessous sont réduits en bouillie. Un des monstres s'approche, absorbe ce qui reste et reçoit même le titre de conquérant de la caverne cachée. Shizuya n'arrive pas à croire que ces salauds obtiennent des récompenses de donjon pour les avoir tués. Pour ces monstres, les humains ne sont que des créatures sans nom. Ils pensent probablement que toute la haine, les émotions et tout ce que les humains ressentent n'est qu'un scénario de jeu. Puisque c'est comme ça, Shizuya active l'omnipotence et l'omniscience. Le système l'avertit qu'il sera désormais chassé par 2 joueurs pendant 7 jours. Il continue d'activer de plus en plus de capacités, et maintenant ce sont 4 joueurs qui le poursuivront. Il commence à détecter le butin éparpillé ainsi que des compétences défensives de la classe gardien. L'archer ennemi semble sur le point d'agir, mais la seconde suivante, Shizuya lance une boule de feu. Puisqu'il porte l'équipement de plusieurs classes, il peut apparemment aussi utiliser la magie, et l'archer est coupé en 2. Shizuya exige de savoir si ce salaud comprend les sentiments de ceux qui ont été laissés derrière.
Il continue de scanner et recueille un flot de souvenirs ainsi que les objets des 2 personnes écrasées plus tôt. Tout semble être absorbé. Alors que les autres quittent la caverne, quelqu'un demande ce qu'était cette chose, faisant évidemment référence au golem géant. Puis l'anneau d'avant apparaît dans la main de Shizuya. Il dit qu'il continuera la volonté d'Akina et Takuto. Quelle que soit leur mission, il s'en chargera lui-même. En regardant les golems attaquer, il note que le monstre est de niveau 40 et à 50% de réduction de dégâts. Son intelligence est faible, mais il est violemment agressif, et chargé de front serait un suicide. Il esquive une de ses attaques et active le tir rapide, déchargeant un barrage en pleine face. Mais quand la fumée se dissipe, la chose est complètement indemne, et elle lui tire un laser. Il esquive à nouveau, mais le golem continue de déchaîner des attaques partout. Puisque Shizuya a tué ses joueurs ennemis plus tôt, il peut maintenant invoquer son bouclier, mais ça n'aide pas beaucoup. Il est brisé instantanément, et il est projeté en l'air. Ichijo lui crie d'être prudent pendant qu'il se demande pourquoi l'évacuation prend si longtemps. Pour aggraver les choses, le golem prépare un coup écrasant, et il n'a pas le temps de guérir ou d'esquiver. Ichijo s'avance, crie à tout le monde de reculer, puis trébuche et tombe à plat. Mais au lieu d'attaquer, le golem s'arrête soudainement et se détourne. Shizuya ne comprend pas pourquoi. Normalement, ces monstres ne font que protéger les joueurs. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas se reposer, il se soigne en disant qu'il doit protéger les Adecus. Il saute sur la main du golem et commence à grimper le long de son bras. Même les créatures les plus fortes doivent avoir une faiblesse. Une fois sur son dos, il frappe au milieu de sa colonne vertébrale. Le golem lui balance une main massive, mais il roule, fait un pas, et qu'est-ce que c'est? La lumière jaillit de partout, et le monstre devient fou. Un instant, on dirait que Shizuya l'a fait exploser, mais non, c'est une compétence qui balaie toute la forêt de loin. En parlant de loin, un chevalier observe tout ça se dérouler. Et on verra ce qui se passe ensuite? Non. Nous sommes soudain dans un hélicoptère, quelqu'un rapportant que ça fait 72 heures que l'invasion des ombres a commencé. Un soldat marche sur une créature et dit qu'elle est déjà morte. Un autre se couvre le visage, suggérant que c'était peut-être une autodestruction ennemie. Mais la fille avec l'énorme marteau dit que c'est impossible. Personne ne pousserait ces monstres aussi loin à part ces deux-là. L'homme aux cheveux verts commence à dire quelque chose, mais il jette un coup d'œil en arrière, sentant une présence. Un chevalier imposant approche. La femme semble intriguée, disant que c'est toujours excitant de voir un monstre d'élite. Il a l'air fort, un bon divertissement, c'est sûr. Son compagnon s'excuse auprès de la créature, disant qu'une fois que Satsuki s'excite, c'est dur de l'arrêter. Elle le laisse déjà avec un coup de hache juste au moment où une flèche est tirée. Le monstre réagit instantanément, et l'instant d'après, elle est au sol, tandis que sa lame est pressée contre le cou de son compagnon. Il est stupéfait. Ce monstre ne ressemble à rien de ce qu'ils ont combattu auparavant. Mais ensuite, la créature remarque quelque chose et tourne son regard vers la ville. Une explosion éclate là-bas. Satsuki lui crie d'arrêter de la sous-estimer et tente le coup final. Son ami commente que le monstre a peut-être trouvé une cible plus intéressante. Pendant ce temps, le protagoniste ouvre les yeux dans ce qui ressemble à une chambre de bébé. Il y a des ours en peluche, des étagères, et tout est mignon et douillet. Il se lève confus et remarque ensuite que sa main est entièrement métallique. Il se demande si l'omnipotence a en quelque sorte reconstruit son corps en utilisant l'une des capacités du golem. En vérifiant sa fenêtre de statut, il voit qu'il a bien acquis. L'une d'elles lui permet d'entrer en état de vengeance quand quelque chose à proximité meurt, lui donnant plus de pouvoir. Il décide de se lever immédiatement après tout. Le plus important est de savoir comment il a atterri ici. Soudain, une odeur de nourriture flotte avec une voix chantée horriblement fausse. Si mauvaise qu'il veut se couvrir les oreilles. Et la seule chose que cette étrange fille semble savoir cuisiner, ce sont des œufs. Elle lui dit d'attendre une seconde. Le petit déjeuner sera bientôt prêt. Il ne comprend pas pourquoi elle vit comme si la vie était paisible. Il suffit d'ouvrir la fenêtre pour voir tout ce qui est dehors détruit. D'après son apparence, elle est probablement une joueuse du monde des monstres. Après tout, quand elle est tombée devant lui plus tôt, elle avait ce marqueur allié vert au-dessus de sa tête. Elle finit de faire du pain grillé, et il dit que c'est délicieux, mais tu ne le mangeras pas. Elle rit et lui dit d'arrêter de mentir. Elle sait que c'est horrible, même elle n'a pas aimé. Heureusement, elle avait fait le plein de nouilles instantanées pour une semaine. Il lui demande comment il est arrivé là, et elle dit que c'est évident. Quand il s'est évanoui, elle a dû prendre un chariot, le traîner dans les escaliers et le ramener à la maison. Finalement, Shizuya énonce l'évidence. Il sent qu'il y a quelque chose d'étrange chez elle. Il ne ressent pas la moindre once d'anxiété de sa part. C'est presque comme si elle ne s'inquiétait pas du tout d'être tuée. Elle l'admet, disant qu'elle a déjà essayé. Mais pour une raison quelconque, les monstres ne l'attaquent pas. Tout autour était détruit, tout le monde mort et absorbé, pourtant elle semblait invisible pour eux. Elle a même lancé une pierre pour attirer l'attention, mais il l'a complètement ignorée. Il suppose que c'est peut-être un pouvoir spécial, un peu comme sa propre main. Il lui demande si elle voit une fenêtre de statue flottante, et elle répond non. Alors, de nulle part, il décide de tout révéler, sortant ses armes et expliquant que ses pouvoirs sont liés à un jeu appelé Azurland. Il lui donne une brève explication du jeu, mais elle dit qu'elle n'y comprend rien. Ce qu'elle sait, c'est que sa capacité est incroyable puisqu'il est très peu probable qu'elle meure. Shizuya ignore cette réponse, pensant plutôt au vrai problème. L'humanité n'a presque aucune chance de survivre. Il dit qu'il devra se rendre à la ville de Rinke puis à un endroit appelé Keijo. Il y a des alliés importants là-bas et il doit assurer leur sécurité. Elle le regarde et dit que dans ce cas, elle l'accompagnera. Il dit que c'est une bonne idée si elle reste seule, ses chances de survie seront bien plus élevées qu'avec lui. Mais elle s'effondre sur la table, disant « Oui, elle peut tout faire. » Mais en même temps, elle ne sait pas ce qu'elle veut vraiment faire. D'ailleurs,
il n'a pas l'air du genre à mourir facilement. Au milieu de toute cette tension, ils entendent soudain un son étrange venant de la porte, comme si quelqu'un dehors essayait de forcer la serrure. Au lieu de se préparer à se battre, l'étourdi se dirige vers la chambre comme s'ils allaient jouer à cache-cache. Shizuya prend le lait, se bande le bras et va ouvrir la porte, pour trouver 3 personnes là. Il demande qui ils sont. L'homme à la casquette s'excuse, disant qu'il ne savait pas que quelqu'un était à l'intérieur. Shizuya lui dit que c'est bon. Il comprend qu'ils essaient probablement juste de survivre, mais il est évident que le gars cache une petite arme derrière son dos. Alors la blonde s'avance, disant qu'ils fuyaient les monstres et ont enfin trouvé quelqu'un. Ils ont besoin d'aide. Il pleut dehors, et il y a des créatures partout. Shizuya, d'un ton confiant, leur dit de ne pas hésiter et de se sentir chez eux. Il demande s'ils peuvent entrer, et il dit qu'il va leur apporter des boissons. De la chambre, Ichijo entend l'un d'eux dire qu'ils vont aux toilettes. Dès que Shizuya sert les boissons, la blonde commande son bras. Shizuya explique qu'il est tombé en fuyant les monstres et qu'il est en mauvais état, surtout dans un monde pareil. L'homme à la casquette remarque que ça doit être difficile de vivre seul, surtout avec autant de provisions. Shizuya dit qu'il est prévoyant. Il n'aurait jamais cru qu'acheter autant de ramen instantané serait si utile. Puis il demande quel est leur plan dans ce monde fou. L'homme à la casquette dit qu'il cherche un endroit sûr, plein de provisions, exactement comme la maison de Shizuya. Shizuya répond que malheureusement, 4 personnes dans cette petite pièce seraient bien trop à l'étroit. L'homme est d'accord et dit alors qu'une personne de moins rendrait la chose parfaite. C'est là qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Le bras de Shizuya se transforme et le morceau d'acier devant lui est déchiré comme du papier. Un autre d'entre eux essaie de sortir une arme, mais Ichijo lui donne un coup de pied rapide. Un autre essaie d'attaquer Shizuya par derrière, mais reçoit une lame dans le cou, le laissant haletant. Ce salaud de blonde a même le culot de demander si Shizuya les a laissés entrer juste pour tendre une embuscade. Shizuya dit simplement qu'ils n'ont pas eu de chance, et qu'il est un monstre maintenant. Il écrase la vraie arme de l'homme et lui dit que, malheureusement, ils devront payer le prix d'être venus ici. Mais alors, quelqu'un lui ordonne d'arrêter. Quand il se retourne, c'est évident. La menace est insignifiante. Maintenant, il y a un couteau sur la gorge d'Ichijo, et l'autre agresseur prévient que s'il bouge, elle meurt. Shizuya réalise qu'il était stupide de penser qu'elle serait en sécurité juste parce que les monstres ne l'attaquent pas. Cela lui a fait oublier la créature la plus dangereuse lorsque le monde s'effondre. Le monstre, c'est l'humain. Alors qu'il se tenait là, dégageant une intention meurtrière, la femme qui tenait Ichijo tremblait. Ils avaient entendu des bruits ici et pensaient trouver quelque chose de précieux, ne s'attendant jamais à tomber sur quelqu'un avec un bras transformé. Shizuya décide de faire semblant de négocier pour l'instant, suggérant d'échanger les otages. L'une refuse, disant qu'ils prendront l'otage et 3 boîtes de provisions. Mais avant qu'elle ne puisse finir de parler, quelque chose lui transperce la poitrine. Shizuya éloigne immédiatement Ichijo, lui disant de s'écarter. Au début, cela ressemble à une attaque parfaitement calculée de sa part, mais non. C'est en fait un noble de niveau 41, et la femme est littéralement découpée en morceaux. Dans Azurland, chaque fois qu'un monstre, une créature, n'importe quoi est tué, il lâche ses objets et entre dans un état de haine. Dans ce mode, il se venge. Il regagne tout ce qu'il a perdu. Alors, cette chose pourrait-elle être le golem? Que fait ce monstre ici? Quoi qu'il en soit, Shizuya dit à Ichijo de reculer, même si elle est supposément immortelle. Alors que la blonde est réduite en bouillie, le chevalier charge droit sur Shizuya. Honnêtement, je pensais qu'il allait esquiver ou faire un mouvement rapide, mais il a juste levé son bouclier et a été projeté hors du bâtiment. Même en plein air, le monstre enchaînait déjà avec une autre attaque. Il active rapidement son mana pour former une arme dans sa main et tire quelques coups, mais le monstre esquive. Shizuya atterrit, glisse, et alors que la créature arrive par derrière, il se précipite dans le bâtiment devant, montant les escaliers. Ce blocage qu'il avait réussi plus tôt lui avait fait bien plus de dégâts qu'il ne s'y attendait. Au 2e étage, il s'arrête brièvement pour se soigner un peu. Il fusionne des objets, des compétences et tout ce qu'il a ramassé jusqu'à présent, mais il est encore loin d'être prêt à affronter un monstre de niveau élite de front. La créature commence à monter les escaliers, son corps entouré d'une lourde aura. Shizuya tire de nouveau, activant son arme, mais le monstre ignore complètement les tirs et continue de monter à un rythme régulier, puis un tir précis arrive. Quand le monstre se déplace pour se défendre, Shizuya apparaît derrière et porte un coup net, mais rien ne se passe. Il se fait presque prendre dans la contre-attaque, mais au moins il est bon pour esquiver et s'échapper. Il recule, tirant en se retirant. Il exploite quelque chose du jeu. Les cartes sont toutes conçues en logique 2D, ce qui signifie que s'il est à un étage supérieur, le monstre ne sait jamais s'il est au-dessus ou en dessous. Il sait juste qu'il est proche. Le monstre continue de monter jusqu'à ce qu'il marche dans une flaque d'essence. Shizuya apparaît de nouveau et lance une boule de feu. Il faut lui rendre ça, il essaie tout ce qu'il peut. 3 étages partent en flammes à cause de l'explosion, et il continue de tirer. Mais même après tout ça, le monstre continue d'avancer calmement. C'est parce qu'il est soutenu par une capacité de soin. Dehors, son partenaire le soutient. Shizuya continue de grimper et de tirer. Au moins, ce monstre est lent comme une tortue. Il réalise que le jour où il a survécu au combat dans le train était pure chance, grâce à sa connaissance des compétences de l'ennemi. Il s'était surestimé, pensant pouvoir affronter cette chose directement. Puis, il remarque des éclairs dans le ciel et semble avoir une idée. Il court vers une porte tandis que dehors, Ichijo tient un petit couteau, pensant clairement qu'elle peut aider d'une manière ou d'une autre. D'après le bruit à l'intérieur du bâtiment, elle sait que Shizuya est là. C'est là qu'elle aperçoit un étrange monstre à proximité avec de l'énergie verte qui s'en échappe. Elle suppose qu'il pourrait influencer le combat d'une manière ou d'une autre. Mais que peut-elle faire?
Elle voit une voiture garée près d'elle, saute dedans, serre le volant, change de vitesse, fixe la cible des yeux et accélère à fond. Puisque la petite créature est techniquement un joueur, en théorie, elle est sur le point d'être envoyée dans un autre monde. Pendant ce temps, sur le toit, Shizuya tient bon, attendant le boss qui apparaît, maintenant avec un buff encore plus grand. Il soupire en disant que, malheureusement, il est encerclé. Le boss charge. Shizuya l'appelle, disant qu'il est prêt, mais étrangement, quelque chose d'autre semble viser le monstre et lui aussi. Zut. C'est une autre créature qui vise avec un arc. Puis finalement, un autre joueur apparaît. C'est Satsuki, demandant qui diable l'archer pense viser avant de fracasser son arme sur sa tête. L'arc s'envole, mais la créature va toujours bien. Ces monstres peuvent encaisser des quantités absurdes de dégâts. Satsuki le défie en duel. S'il pouvait prendre le premier coup, il devrait prendre le second. Mais le monstre esquive et saute du bâtiment, tirant des grappins pour se balancer vers un autre, réalisant une évasion digne de Batman. Elle le maudit, disant qu'il n'a aucun esprit combatif, et se plaint d'être jalouse de la bataille bien plus cool qui se déroule dans l'autre bâtiment. Ce combat est clairement à sens unique. Shizuya esquive principalement et essaie de porter des coups occasionnels. Oh, j'ai parlé trop vite. Il parvient à le poignarder, mais, bien sûr, il est guéri instantanément. Tout cela grâce à une compétence surpuissante appelée le souffle de Sing. Elle crée une connexion entre le lanceur et la cible, et tant que ce lien n'est pas brisé, le monstre ne peut pas être tué. Et sans un instant de répit, le monstre l'attaque de nouveau. Shizuya sait que tant que le guérisseur est debout, il n'y a aucun moyen de gagner. Mais juste au moment où la créature est sur le point de porter un coup descendant, il remarque que la connexion semble avoir été rompue. En regardant en bas, il voit le prêtre affalé. Quelqu'un l'avait percuté avec une voiture. C'était Ishiju, qui se grattait la tête après avoir complètement désorienté le monstre. Encore mieux, elle a réalisé que la créature n'avait aucun intérêt à l'attaquer. Si c'est le cas, elle va de nouveau appuyer sur l'accélérateur. Mais à ce moment-là, une flèche file à côté d'elle et s'enfonce dans la poitrine du monstre. Quand elle regarde en arrière, c'est ce chasseur de tout à l'heure, impressionné qu'une civile ait décidé de se battre. Malgré tout, il la prévient de ne pas trop s'impliquer, sinon elle finira morte. Pendant ce temps, au dernier étage, le protagoniste recule, esquive une autre attaque, mais le monstre ne lâche rien. Il bondit de nouveau, le forçant à avancer pour éviter l'attaque du lion. Cet adversaire n'est pas stupide, cependant. Il tente la même manœuvre qu'il a utilisée plus tôt, seulement pour recevoir un coup écrasant à la colonne vertébrale, trébuchant lourdement. Il manque de tomber complètement du toit. Même s'il a déjà réalisé à quelle vitesse ces choses s'adaptent, cela le choque toujours. Contrairement à un jeu où rien ne change, plus l'humanité mettra de temps à achever ses ennemis, plus ils seront difficiles à vaincre. Voici le monstre pour une autre attaque, mais Shizuya dit qu'il sait qu'il y a une chance de gagner. À ce moment-là, la foudre frappe enfin le sommet du bâtiment, touchant la créature de plein fouet et la laissant fumante. Le noble est paralysé et au bord de la mort. Son épée tombe au sol alors qu'il s'effondre face contre terre sur l'asphalte. Shizuya fait remarquer que c'est dommage que la créature ne comprenne pas comment les règles du jeu fonctionnent. Cette fois, il a perdu à cause des règles du monde, des règles qu'il ne connaissait pas. A-t-il utilisé une technique secrète ou une capacité de jeu spéciale? Non. C'était de la pure science. Le métal, au point le plus élevé de la ville, avait attiré la foudre. Il s'avance et admet que ce n'était pas un plan génial. Il a juste eu de la chance que l'ennemi soit en métal, que le bâtiment soit le plus haut du coin et qu'il pleuve. Mais la vie d'un joueur, c'est comme ça. Tu prends les risques et tu récoltes les récompenses. Une épée à travers les côtes en vient à bout. Le noble de niveau 41 est mort, et contrairement aux autres, son corps ne disparaît étrangement pas. La scène passe à quelqu'un qui demande si ce n'est pas déjà suffisant. Des fissures commencent à apparaître et elle dit à quiconque se cache de sortir s'il est si désireux de tuer des humains. Le mur explose. C'est Satsuki qui traque sa cible, en lui criant d'arrêter de courir. Mais à ce moment-là, une flèche arrive droit sur son visage, et elle l'esquive de justesse. Elle lui crie d'arrêter avec les pièges. L'archer bat déjà en retraite, préparant son prochain coup. Puis elle reçoit un appel de l'homme aux cheveux verts. Il dit que la créature avec qui il était bat étrangement en retraite, comme si elle recevait un ordre. De plus, leur chef vient de lui ordonner de regrouper tout le monde. Il voudrait tuer cette créature, mais les ordres sont absolus. Ishizo remarque que ces gens utilisent une sorte de pouvoir spécial, mais très différent de celui de Suzy. Et à la façon dont ils parlent, on dirait qu'ils ont une équipe ou une organisation. Mais le plus important maintenant, c'est de savoir comment va le protagoniste. Elle se dirige vers l'entrée du bâtiment tandis qu'un étrange oiseau rouge l'observe. Le chapitre suivant s'ouvre sur une mise à jour. 102 heures se sont écoulées depuis le début de l'invasion des ombres. Des hélicoptères s'approchent pour une mission de sauvetage, mais on leur a déjà dit qu'ils ne pourraient pas sauver tout le monde. Un des soldats repère un mouvement au sommet d'un bâtiment et s'approche. Quand ils atterrissent, il est là, notre gars et sa compagne épuisés. Ichijo arrive pleine d'énergie, mais le soldat remarque qu'ils ne sont pas l'homme et la femme qu'il attendait. Le protagoniste dit qu'il sait que le gars cherche Okamoto Takuto et Kumoto Akina. Je survole pour comprendre de quoi il s'agit, mais je suppose que ce sera révélé plus tard. Il explique que ces deux-là étaient allés secourir des réfugiés et avaient combattu à ses côtés. Il a obtenu cette information via un message radio. Le pilote hoche la tête en disant que depuis hier, il n'y a pas eu une seule bonne nouvelle. Ils doivent déposer les deux quelque part en sécurité bientôt car il y a une mission à gérer à proximité. Shizuya demande quelle mission, et l'homme dit que ce n'est pas classifié, donc il peut lui dire. Comme Shizuya le suspecte probablement, la ville de Keju est en première ligne dans la guerre contre les ombres. Shizuya trouve étrange que ce type appelle les monstres des ombres, ce qui est exactement le nom qu'ils ont dans son système.
Peut-être que quelqu'un d'autre a accès au même genre d'informations. Immédiatement, il avait demandé à l'homme de l'emmener aussi à Keju. Le gars le prévient que c'est extrêmement dangereux, mais Shizuya le regarde fixement et dit qu'il peut aider. L'homme accepte mais veut savoir ce que Shizuya compte faire là-bas. Shizuya explique qu'il a des amis importants à sauver dans la ville, et qu'en plus, il peut se débrouiller. L'homme accepte l'accord. Plus tard, Eshijo demande si ses amis sont vraiment si importants pour qu'il risque sa vie en première ligne. Il doit y avoir une fille impliquée. Il admet que oui. Elle vit à Keju, et le reste de ses amis y sont probablement aussi allés. Ishijo dit qu'elle est jalouse. Elle aimerait avoir autant d'amis que lui. Puis elle dit qu'elle a sommeil et demande à lui emprunter son épaule pour une sieste. Au moment où il ferme les yeux pour se détendre, il se réveille soudainement en sursaut. Le pilote prévient qu'ils approchent de leur destination, mais qu'ils sont sous le feu ennemi. Shizuya regarde par la fenêtre et voit des missiles pilonner la ville de toutes parts, mais étrangement, aucun monstre en vue. Au sol, une escouade de soldats et de chars tirent-camp, de nulle part, un cercle magique apparaît sous eux, et ils sont empalés par-dessous. Suzy repère des monstres, agissant exactement comme des joueurs, positionnés sur un toit. Des missiles sont lancés, le bâtiment explose, et l'élimination de la cible est confirmée. Mais alors un dragon massif tout droit sorti de Yugeio attaque leur hélicoptère, provoquant une explosion. La scène passe à une main géante sur un échiquier, déplaçant une pièce pour en capturer une autre, puis déplaçant une tour. Au même moment dans la ville, un géant de la taille d'un titan charge, rugissant et détruisant tout sur son passage. Observant tout cela, Shizuya dit qu'il y a une autre raison pour laquelle il est venu ici, quelque chose qu'il n'a dit à personne. Un azur de cette ville était l'endroit où se trouvait la première forteresse que les joueurs devaient abattre. La bataille principale aurait lieu à la Grande Tour. Les hélicoptères sont mis en pièces, mais un soldat leur crie de ne pas sous-estimer les humains. Ils ont de l'armement lourd. Ils tirent mais ratent tous les coups, se plaignant que le radar de ciblage ne fonctionne pas. Shizuya lui dit que l'ennemi doit avoir une sorte de barrière. Ils devront viser manuellement. Malheureusement, bien que les armes humaines soient puissantes, elles dépendent toutes de la technologie, donc toute interférence les rend inutiles. Il interpelle Ishijo, disant qu'il n'y a pas le temps d'expliquer et lui dit de siffler. Je ne sais pas si c'est la traduction exacte ou si le texte était erroné, mais dès qu'elle dit qu'elle comprend, elle est poussée hors de l'hélicoptère. Shizuya regarde sur le côté et voit le dragon s'élancer pour mordre. Il sort son couteau et fonce droit dans sa gueule. D'une manière ou d'une autre, il se tourne vers le pilote terrifié et lui crie de partir de là. Puis il active de nouveau la compétence vol de courage, et cette fois-ci, il fait tout, même le laisser voler. La bataille dans le ciel se transforme en un affrontement total entre dragons et missiles jusqu'à ce que Shizuya arrive et en frappe un dans le dos avec un éclair. Il savait que ce serait difficile de renverser le cours de la bataille seul, mais il devait atteindre le sol. Ouais, ça n'arrivait pas. Une queue de dragon l'a frappé en plein air, et maintenant 4 ou 5 dragons de plus se rapprochaient. Avant qu'il ne s'en rende compte, il était mordu de tous les côtés. Le salaud était sur le point de s'évanouir. Heureusement, il a réussi à le toucher et à se libérer. De nulle part, Shijo lui attrape le bras depuis le dos d'un dragon. Il lui demande ce qu'elle fiche là. Elle répond qu'évidemment, elle est venue le sauver. Comme elle l'avait dit, quand elle siffle, ces créatures semblent l'aider. Honnêtement, quand elle a dit que sa capacité était meilleure que la sienne, il en doutait. Mais il doit admettre que c'est ridiculement puissant. Il explique cependant que le problème est que cette bête ne le voit pas comme un allié. Le protagoniste sait qu'elle ne mourra pas, car dans le jeu, Griffon et Dragon ont une compétence appelée « lien de sagesse ». Quand un joueur tombe, il se précipite toujours pour essayer de le rattraper. Le problème est que ce dragon a semblé se jeter délibérément vers un bâtiment, probablement pour emmener Shizuya avec lui. Il dégaine immédiatement son épée, prêt à en finir, mais Shizuya lui dit d'attendre. Elle parle au dragon, lui disant de ne pas avoir peur. La personne sur son dos lui avait sauvé la vie, et il ne leur ferait pas de mal. En voyant ça, Shizuya se rappelle que dans le jeu, les monstres n'étaient que des sources d'XP et de butin. Personne n'aurait pensé à interagir avec eux, mais il y avait quelques joueurs atypiques comme Shijo. En fait, si on y pensait vraiment, elle était probablement encore plus rare que lui. Finalement, le dragon survole un lac, se retourne sur le dos, et tous deux tombent dans l'eau. Il le remercie rapidement avant qu'il ne s'envole au loin. Les deux idiots, trempés jusqu'aux os, il sort de l'eau et allume immédiatement un feu de camp en pleine rue. Pourquoi pas dans un bâtiment? Peut-être qu'ils ont un vœu de mort. Ishijo demande ce qu'ils vont faire ensuite. Shizuya explique que les ombres ont trop avancé. Le district de Koto est déjà entièrement occupé. Elle demande où sont ses amis, et quand il se lève, elle comprend qu'ils doivent être dans ce district et lui dit de ne pas y aller. C'est du suicide. Il répond que c'est justement parce que c'est dangereux qu'il ne peut pas abandonner ses amis. Quand elle dit qu'il n'écoute jamais, il lui dit qu'elle ne vient pas avec lui cette fois. Bien sûr, elle dit immédiatement que si. Les ombres ne l'attaquent pas, elle est donc parfaite pour explorer la zone. Il insiste que c'est faux. Son pouvoir pourrait faillir à tout moment. Elle lui dit d'arrêter de trouver des excuses. Il sait que c'est le meilleur plan. Elle lui dit de lui donner une photo de ses amis. Même si Shizuya ne veut pas l'admettre, elle a raison. Il explique que la dernière fois qu'il les a vus, c'était il y a environ 2 ans, lui montrant une photo du groupe posant. Dans un coin, une fille est assise sur une chaise élégante, clairement d'une famille riche, fait remarquer Ishijo. C'est Ayana Hitomi, la fille aux ailes de fée du tout début. Ishijo lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle la trouvera. Elle prend son téléphone, lui dit de bouger et siffle. Le dragon descend en piqué, elle monte et s'envole. Honnêtement, son plan est bien meilleur que le sien. Chargé de front aurait été du suicide. Chapitre suivant, ciel dégagé, mais dans les rues, des chevaliers avancent vers l'armée qui décharge tout ce qu'elle a. Un commandant ordonne à tous de se regrouper dans les parcs pour qu'ils puissent déployer les bombes.
Des snipers visent des mages ennemis, mais des assassins se glissent par derrière, prêts à frapper les soldats distraits. C'est alors que Shizuya arrive, repoussant l'un d'eux d'un coup de pied, enchaînant les contres. Il sort son pistolet, 5, 6 tirs, et le problème est réglé. Tout de suite, il exige de savoir où se trouve le poste de commandement et quelle est la situation. Le gars transmet l'information, et figurez-vous que, comme dans le jeu, la principale forteresse de l'armée est au même endroit que celui que vous êtes censé détruire dans la base ennemie. Tout de suite, il part en courant, car en théorie, c'est là que devrait se trouver le cœur de la force de l'humanité, et c'est là qu'il verra les personnes capables d'affronter ces créatures. Pour l'instant, bien sûr, il reste discret, car il ne sait pas comment ils réagiront face à quelqu'un comme lui. Il atteint le métro qui, en théorie, devrait encore être opérationnel puisque les monstres n'y sont pas encore arrivés. Mais au moment où il franchit un laser, une série de mitrailleuses surgissent, ouvrant le feu sans hésitation. Il lève son bouclier, réussit à bloquer, sort sa propre mitrailleuse et s'en occupe. Mais alors, une escouade entière de soldats apparaît. Notre garçon leur dit de se calmer. Il n'est qu'un humain ordinaire. Le soldat explique cependant que c'est une alarme spéciale qui ne se déclenche que pour les créatures. Alors, qu'en est-il de son bras? Le protagoniste est confus. Comment ont-ils déjà un moyen d'identifier les ombres? Tout ce bazar n'a commencé qu'il y a quelques jours. Mais avec tant d'armes braquées sur lui, il dit simplement que c'est une longue histoire et leur assure qu'il est humain. Naturellement, les soldats n'y croient pas. Puis il entend quelque chose d'étrange, et quand il regarde derrière lui, de la cavalerie charge. Les soldats profitent de l'occasion pour lui tirer dessus, atteignant les chevaliers arrivant en prime, tandis qu'il s'échappe, repérant cette silhouette furtive qui s'enfuit. On dirait que celui-là prévoit d'utiliser le métro pour une raison ou une autre. À ce moment précis, un train passe. Il saute, atterrit dessus et le chevauche le long de la voie. Sur l'écran d'alarme de l'armée, un nombre absurde de créatures approche. Et le pire, pour une raison quelconque, ces salauds l'attendent à la prochaine station, braquant déjà des armes laser sur lui. Encore une fois, il doit lever son bouclier pour encaisser les tirs. Maintenant, ce ne sont plus seulement les monstres qui l'attaquent, les humains aussi. La vie n'est pas vraiment facile pour lui. Il se cache derrière un pilier, pensant que ça va être difficile de s'en sortir sans blesser personne. Puis soudain, quelqu'un tape dans ses mains et ordonne un cessez-le-feu. Tous les soldats obéissent immédiatement, et le protagoniste reste sur ses gardes. Un homme descend en disant qu'il a vérifié et que c'était clairement un dysfonctionnement du système d'alarme. Il est certain que cette personne n'est pas une ombre, mais un allié. Quand le protagoniste voit cet homme, il se demande, serait-ce lui? Qui il est? Nous ne le savons pas encore, mais c'est bien lui. Le chapitre suivant s'ouvre en disant qu'il s'est écoulé 144 heures depuis le début de l'invasion des ombres. En ce moment, nous sommes en première ligne à la station de Razé. Le blond de tout à l'heure demande si le garçon prévoyait de massacrer tout le monde s'il n'était pas apparu. Il répond qu'il est seulement là pour chercher une coopération. Le blond dit qu'il sait, et qu'il est intéressé par le garçon car ils ont sérieusement essayé de le tuer sans succès. Mais vous devez aussi comprendre qu'en temps de guerre, la sincérité seule ne suffit pas à convaincre qui que ce soit. À ce moment-là, un homme plus âgé entre et demande à William si quelque chose s'est passé, et si la personne à côté de lui est un autre de leurs camarades. William répond que le considérer comme un autre est une exagération. Il ne cause aucun problème, et de plus, il n'avait jamais entendu parler de ce type avant aujourd'hui. Il est arrivé il y a quelques heures seulement, et ils apprennent encore à se connaître. Le vieil homme demande si le protagoniste est un tanker, et William trouve amusant de le voir s'habituer au terme de jeu. Le vieil homme ignore ça, lui dit d'arrêter de plaisanter, et dit qu'ils doivent y aller car une réunion est sur le point de commencer. William accepte, demande combien en a mené, et le vieil homme répond aussi. La scène se déplace vers une pièce où William dit à notre garçon d'enlever ses vêtements, de prendre un bain et de mettre la tenue fournie. Il ne peut pas rencontrer l'armée habillée comme il l'est actuellement. Le protagoniste est sur le point de dire quelque chose, mais William le coupe, disant qu'il sait qu'il veut échanger des informations. Il est également prêt à le faire. Shizuya sait que la société pour laquelle William travaille est l'une des 5 plus grandes au monde. Fondée il y a plus de 200 ans, elle opère dans la finance, la technologie, la robotique, la médecine, et plus encore. De plus, ils étaient les créateurs du jeu de réalité virtuelle Azurland. En ramassant les vêtements, ils demandent ce que le groupe Sam sait réellement de la situation. William répond que c'est bien moins qu'il ne le pense probablement. Ces ombres sont vraiment apparues de nulle part partout dans le monde, et maintenant tout est dans le chaos. Shizuya commente le fait qu'il les appelle des ombres, et William dit que c'est juste comme ça que ses subordonnés les appellent. Il ne sait même pas pourquoi. À présent, Shizuya peut déjà dire que ces gens ne vont pas partager beaucoup d'informations. Pourtant, il veut savoir pourquoi ils l'ont attaqué. Était-ce parce qu'il a été reconnu comme une ombre? William répond oui, et Shizuya trouve cela suspect. Cela fait seulement une semaine que tout a commencé, et pourtant ils ont déjà son système pour tout identifier ainsi. William dit que le garçon n'est pas aussi bien informé qu'il le pense. Le vrai jeu a commencé il y a 5 jours, mais le test bêta avait commencé plus de 2 semaines auparavant. Depuis des points spécifiques sur la carte, ce phénomène a commencé à se produire, et toutes les grandes organisations du monde ont commencé à partager des informations. Shizuya trouve cela étrange. Comment est-ce possible, et comment personne du public n'a-t-il pu le savoir? William explique qu'ils ont contrôlé toutes les informations autant que possible. Si les gens découvraient tout, cela provoquerait un chaos encore plus grand. Cela ne fait que rendre Shizuya plus confus. Premièrement, il semble que l'armée ne fasse pas confiance à William. Deuxièmement, William ne partage pas beaucoup d'informations.
Troisièmement, il semble qu'il connaissait déjà les ombres et qu'il cache quelque chose. Shizuya dit qu'il aurait pu prévenir le chaos et la mort en informant les gens plus tôt. William est d'accord et dit qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Ils n'ont découvert cela que récemment aussi. Il n'y a eu que 2 semaines entre la première apparition et le début de l'attaque à grande échelle. Ils pensaient avoir plus de temps. Le protagoniste ouvre alors la porte et demande s'ils vont vraiment l'enregistrer comme Altkeeper. C'est le groupe que l'armée forme pour les individus puissants qui peuvent affronter les ombres. Bien sûr, s'il n'était pas intéressé, personne ne le forçait à rejoindre. C'est maintenant son tour de donner des détails, mais il ne partage pas beaucoup non plus. Il dit juste qu'il ne sait pas grand-chose, à part qu'il est lié à Azurland. Il dit aussi que ce bras qu'il a semble être le résultat d'un contact avec le cœur du monstre. Dans le jeu, on appelait ça un signal. William dit que c'est un nom parfait et lui saisit immédiatement le bras, disant que la technologie semble complètement différente. J'aimerais l'étudier. Ce type est vraiment particulier. Heureusement, une notification apparaît à ce moment-là, et William dit qu'il doit y aller. Mais il avertit le protagoniste qu'ils devront encore parler davantage. Cet homme est extrêmement célèbre à l'ouest comme à l'est. Sa compagnie gère la moitié du monde, un génie qui a acquis un pouvoir énorme à un jeune âge et le créateur d'Azurland. Et Shizuya sait qu'il est plus qu'évident que la personne derrière le développement du jeu doit avoir bien plus d'informations qu'il ne le laisse entendre. Pas même une seconde il ne peut se permettre de baisser sa garde. Chapitre suivant. Il explique que les invasions avaient commencé partout dans le monde, mais que l'objectif principal des ombres était d'attaquer la région de Asie. Toutes les attaques dans d'autres zones n'étaient en fait destinées qu'à disperser les forces qui devaient être rassemblées là, et le plan de ces monstres était de frapper de plein fouet, évidemment, quand leurs ennemis étaient au plus faible. Pour l'instant, ils ont installé plusieurs smackers dans les parties les plus élevées de la ville et le long de la traversée de la rivière, ce qui a réussi à stopper les invasions. De cette façon, ils ont tenu la majeure partie de la ligne de front, et ce n'est que grâce à cela que la première invasion de Azé a échoué. Maintenant, ils renforcent leur défense, rassemblent plus de troupes et surveillent les mouvements des ombres. Cet homme, eh bien, me fait déjà ressentir un mélange d'amour et de haine. Son idée est vraiment bonne, mais parfois l'exécution n'est pas si parfaite. Pourtant, l'idée elle-même est solide. À ce moment-là, William lève la main et dit qu'il veut dire quelque chose. Ce n'est rien de trop sérieux, mais il est curieux de savoir quelque chose. Quelqu'un ici pourrait-il vraiment ramener quelqu'un à la vie? Tout le monde est choqué, il dit, bien sûr que non, mais les ombres le peuvent. Ils ont fait une analyse et ont découvert 2 choses importantes à leur sujet. La première, c'est l'armure qui recouvre leur corps. Les attaques normales ne peuvent pas la détruire, et pire encore, briser cette armure ne veut pas dire vaincre l'ombre car derrière, il y a toujours un circuit d'énergie qui est en fait leur véritable noyau. D'après le gars à côté de lui, c'est ce qu'on appelle le signal. Grâce aux propriétés du signal, ils peuvent absorber la matière et réparer l'armure. En d'autres termes, même si l'armure est complètement détruite, le signal est intact. Ils peuvent se reconstruire sans problème. Qu'est-ce que c'est? Le gars aux cheveux violets intervient, disant qu'il émet l'information, mais souligne qu'ils sont là pour discuter de stratégie contre les ombres, pas de recherche. Et il est clairement un peu stupide, car c'est une information importante. Le protagoniste se tourne et dit que ce que le blond explique, c'est que les ombres ne peuvent pas être classées au même niveau que les humains. Aucune stratégie d'élimination qui fonctionne sur les humains ne fonctionnera de la même manière sur les ombres. Je me demande s'ils vont trouver une sorte de stratégie de capture et juste les maintenir confinés. Étant donné que ces créatures peuvent ressusciter, c'est comme un QI de 200. Cependant, attendez, ils doivent les emprisonner sans les laisser se tuer. D'accord. Je suis bien trop distrait ici. Laissez-moi me concentrer à nouveau sur l'histoire. Le vieil homme dit que c'est vrai. Même s'ils sont 1000 contre 1, si les créatures peuvent ressusciter, ils finiront par perdre. Le blond dit qu'ils doivent profiter de leur vitesse et du fait qu'ils ont encore beaucoup de soldats. Plus ça traîne, pire ce sera. Ils continueront de perdre des hommes tandis que les monstres prendront le dessus. En voyant tout ça, le protagoniste pense que si ce que le blond dit a du sens, alors c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais il a aussi le sentiment qu'il y a un autre motif derrière tout ça. Au moins, en regardant la stratégie, il réalise que le plan de la créature est exactement le même que celui qu'ils utilisaient pour envahir la tour dans le jeu. Un détail important, c'est que dans le jeu, pour vraiment finir le donjon, il faut bien sûr tuer le boss, et à l'époque, il était le premier à le vaincre en un temps record. Si c'est le cas, alors le prochain mouvement des ombres, à ce moment-là, il semble penser à quelque chose. Pendant ce temps, William dit qu'ils doivent maintenant prendre l'initiative et éliminer les points de réapparition des ombres pour les chasser de la Terre, mais il arbore ce petit sourire sournois. Le protagoniste pointe alors un bâtiment et demande ce que c'est. La fille militaire aux cheveux violets dit que c'est le siège d'une entreprise appelée Ritsan. Qu'est-ce qu'il y a? Immédiatement, cela attire l'attention du protagoniste, et il se demande si c'est juste une coïncidence. Ce bâtiment Ritsan est au même endroit que dans le jeu était connu sous le nom de Tour de la Mélancolie. Et considérant cela, peut-être que le président de cette entreprise est en fait le boss de cet endroit. Dans le jeu, en théorie, c'était le démon de la foudre. Tout de suite, le protagoniste demande l'état de leur défense là-bas et s'il y a eu une activité suspecte. Mais étrangement, le blond le saisit, le plaque contre le mur et lui dit de se taire un instant. Eh bien, ce n'est pas du tout suspect. Pendant qu'il est encore plaqué contre le mur, le vieil homme dit qu'il comprend qu'ils veulent prendre l'initiative. Le plan est décidé, c'est tout pour la réunion d'aujourd'hui. Tout le monde part déjà. Mince, notre protagoniste est sur le point de questionner. Puis dans le couloir, le blond dit, espèce d'idiot. Pourquoi n'as-tu pas dit là-bas qu'il fallait protéger cette chose? William soupire et dit qu'il aurait dû expliquer d'abord.
Tout d'abord, le lien entre le jeu et la réalité n'a même pas encore été officiellement reconnu. Même s'ils en parlaient à ces gens de l'armée, personne ne prendrait ça assez au sérieux pour mobiliser toutes les troupes juste à cause d'eux. Puis il dit quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens sur la façon de donner une chance équitable aux 99% des gens qui ne connaissent pas le jeu. Il n'avait pas besoin de partager toutes les informations. Shizuya est confus, mais dit que les seules personnes qui peuvent protéger Ritson sont l'armée. William, cependant, sourit et dit que peut-être ce n'est pas seulement eux. À ce moment, des hélicoptères commencent à atterrir et l'escouade de chasseurs qui vont mourir sans rien faire du tout apparaît. Au moins, ils donneront à notre protagoniste une chance de briller qui demande s'ils sont les subordonnés de William. Ce gars fait cette tête sinistre comme Kira souriant dans sa chambre pendant que la famille n'entend rien, tu sais. Rien qu'en regardant son visage, tu peux dire qu'il a ce regard maléfique dans les yeux. Mais il se tourne et dit qu'ils sont là tout pour protéger Ritsen. Le protagoniste trouve ça étrange. Il n'y en a pas beaucoup, étant donné l'attaque qui va se produire là-bas, mais le gars lui dit de ne pas les sous-estimer. Selon ses recherches, ils ont des pouvoirs similaires à ceux de Shizuya. Pas possible. Le gars a eu la tâche facile, il était le meilleur joueur du jeu et farmait depuis le premier jour. Pourtant, il pense que ces gars ont peut-être aussi le pouvoir du signal. William les appelle, disant qu'il va les présenter aux autres. En bas, il présente Shizuka et dit qu'il est aussi l'une des personnes qui portent le serment, probablement le nom du pouvoir. Notre garçon voit le groupe arriver, et la seule chose qu'il remarque, c'est que la fille à gauche a sa culotte qui dépasse. L'esprit masculin est puissant et remarque les détails instantanément. William demande le statut de la mission, le gars avec sa boisson à la bouche dit que ça s'est bien passé, mais ils ont eu quelques problèmes. William lui dit d'expliquer, et il répond que ce n'est rien de grave. C'est juste que le capitaine Ashida a baissé sa garde, et ils ont été repérés bien plus tôt qu'ils n'auraient dû l'être. Malgré tout, il n'y a eu aucune victime. Le roux, Oshiya, lui dit d'arrêter de le balancer au boss. Maintenant que je regarde bien, le gars a un grand emblème dans le dos et dit que c'est au boss de décider si c'était mal ou pas. William crie juste à tout le monde de se taire. Il félicite leur bon travail et leur dit à tous de rentrer se reposer. En plus de ça, il prévient Ashia qu'ils ont plein de monde qui peut le remplacer en tant que vice-capitaine. Il leur dit au revoir et qu'ils se parleront à nouveau dans une heure, tandis que Ashia dit au gars qu'il va payer pour ça. Le pauvre gars reste là, pensant que diriger un adolescent est vraiment difficile. Puis il passe devant notre garçon et lui lance un regard particulier. Waouh! Le type s'arrête et lui demande ce qu'il pense faire là. Le protagoniste est un peu confus, et le type enlève tout son masque, lui demandant s'il ne le reconnaît pas. Il s'avère que c'est quelqu'un nommé Meiji-san. Oh, d'après ma liste de noms, Meiji-san est ce soigneur du tout début, du premier chapitre qui sourit à notre garçon et dit qu'il ne s'attendait pas à le trouver dans un endroit pareil. Il explique comment il a atterri là, et notre gars lui dit que c'est William qui l'a amené. Meiji semble surpris que William aime le gamin et l'ait invité, ce qui, selon notre garçon, ne semble pas être la vérité, dans tous les cas. Malgré tout, Meiji dit d'oublier ça. Ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi il est avec eux. Il dit que c'est une longue histoire et leur dit d'aller ailleurs. La scène se déplace vers un bar avec des gardes devant et des cœurs sur l'enseigne. C'est quoi, ce bordel? C'est un bordel apocalyptique? Malheureusement, l'endroit est rempli d'hommes. À l'intérieur, Meiji dit qu'il a failli mourir dans la mer de Yamashiro et a été sauvé à la dernière seconde. Apparemment, c'est William qui l'a sauvé, et depuis, il est avec lui. Shizuya dit que c'est bon à savoir, mais ajoute qu'il ne semblait pas vivre une très bonne vie. Meiji rit et dit qu'il y a juste trop de chaos en ce moment. Il prend une gorgée de sa bière et dit qu'à l'époque, Ashia était le capitaine principal, mais il a fini par tuer d'innombrables alliés, rien de suspect du tout. Et donc, oui, il a été rétrogradé au rang de vice-capitaine. Notre garçon ne fait que chercher des informations maintenant, voulant déjà savoir comment les gens ont éveillé leurs capacités. C'est là que le type révèle qu'apparemment, personne ne s'est éveillé naturellement. Ce qui se passe réellement, c'est que le groupe SIM transplante de la technologie et des circuits d'ombre dans le corps des gens. Mais comparé à ce que c'était dans le jeu, c'est comme avoir un personnage avec presque pas de mana. C'est parce que l'approvisionnement est limité, et pour récupérer de l'énergie, il faut venir ici, à la même base. Shizuya commente que ça a du sens qu'il soit là alors. Soudain, Ashida l'interrompt, voulant savoir quel genre de discussion ils ont avec quelqu'un qui ne fait même pas partie de l'équipe. Meiji lui dit de se calmer, expliquant que c'est William lui-même qui a invité le gamin. Mais Ashida commence soudainement à perdre la tête, disant qu'il trahit le patron. Et le trahir comment? En lui parlant dans son dos, et maintenant il va tout lui raconter. Il se met juste devant notre gars, le prévenant de ne même pas penser à lui voler son poste de vice-capitaine. À ce moment-là, Meiji se frappe la tête et demande si l'idiot va encore aller à l'encontre des ordres du patron. Pendant ce temps, quelqu'un entre dans le bar, et cette charmante femme que nous avions remarqué plus tôt se tient à l'entrée, observant. Il lui demande où est tout le monde, et elle pointe du doigt le côté où toute la scène se déroule. Ashida traite Meiji de sale soigneur, disant qu'il devrait être le leader puisqu'il est un mage DPS incroyable. Soudain, il se libère de leur emprise et lance une boule de feu vers le haut, disant qu'il va montrer le pouvoir de la relique divine. Meiji se déplace déjà pour attraper le grand type tandis que notre protagoniste se demande comment un fou pareil a pu survivre aussi longtemps. William intervient, disant à tout le monde d'arrêter ça, et Ashida annule la boule de feu. William lui demande immédiatement s'il a la moindre idée de ce qu'il est en train de faire. Utiliser des capacités à l'intérieur d'une base militaire est un motif d'exil et d'expulsion. Mais l'étrange Ashida insiste sur le fait que le gamin ramené par William se promène et espionne à l'intérieur du bar. William dit simplement qu'il ne se répétera pas. Le garçon est son ami. Il lui dit de ne plus jamais douter du gamin, et l'idiot se met à trembler. Malgré tout,
Je ne fais pas confiance à ce blondinet sournois, pas une seule seconde. Ashida s'excuse auprès du garçon, et Meiji dit que c'est une bonne chose que le protagoniste n'ait pas eu le temps de frapper le type. Shizuya, cependant, demande à Meiji s'il ne trouve pas ça étrange. Il n'avait jamais rencontré ce type auparavant, alors pourquoi était-il si hostile? Meiji dit juste que c'est un comportement humain normal, quelqu'un qui manque de confiance, ébranlé par la perte de l'autorité qu'il avait autrefois. Mais il ajoute que la prochaine mission approche, et ils ne peuvent pas se permettre que ce type mette le bazar dans l'équipe. William, cependant, leur demande d'être patient. Le type est nouveau et impulsif, mais il a juste besoin d'un peu plus d'aide. C'est un allié précieux, donc ils ne peuvent pas juste le laisser de côté. Notre garçon accepte à contre-cœur, et William lui pose une main sur l'épaule, lui disant de se préparer aussi, car ils auront besoin de lui pour la prochaine mission. Meiji se réjouit, disant qu'avoir le protagoniste à ses côtés le mettra beaucoup plus à l'aise. Le protagoniste demande ensuite quelle est la prochaine mission, et Meiji explique qu'ils vont protéger un certain dirigeant de Ritsom. Il mentionne aussi qu'il sait que le siège de cette entreprise est situé exactement là où se trouvait la tour de la mélancolie dans le jeu. En théorie, s'ils réussissent, ils pourront supprimer une grande partie des ombres. Mais tout comme dans le jeu, il y aura forcément une embuscade. En plus de ça, cette fois-ci, il semble que même le patron lui-même se joindra à l'attaque. Les gens de l'armée disent que tout le monde se prépare, et la fille à lunettes commente que c'est étrange. William semble rassembler tous ceux qui ont des capacités. Le vieil homme est sûr qu'ils essaient de faire un coup en coulisses. Il demande quel est le plan, et elle explique que le commandant a dit qu'ils ne devaient utiliser leur pouvoir qu'à titre préventif. Ils ne sont pas censés attaquer, juste repousser les monstres. En plus de ça, il leur a aussi demandé de surveiller les mouvements du groupe Sim. Donc, en gros, l'humanité est divisée entre l'armée et le groupe de Blondie. Et puis il y a notre garçon qui n'est vraiment d'accord avec aucun des deux camps, marchant à travers une partie détruite de la ville, sachant que c'est maintenant le territoire des ombres, il pourrait donc être attaqué à tout moment. Il traverse le métro, essayant de ne pas être détecté pendant que William montre le chemin. Cet énergumène, Ashida, essaie toujours de comprendre ce que le protagoniste fait là. Est-il amoureux ou quelque chose comme ça? Et, regarde à gauche. Tombe amoureux d'elle plutôt et arrête d'embêter notre gars. Le ninja aux cuisses épaisses dit que le gamin semble être ami avec le capitaine, il vaut donc mieux ne pas trop le chercher. Ashida dit que s'il n'était pas ami avec le capitaine, il aurait déjà tabassé le gamin. Alors le type qui ressemble à un majordome à côté de William lui demande s'il doit frapper Ashida au visage, ce à quoi William répond, pas pour l'instant. Ils ont des choses plus importantes à gérer. Le protagoniste remarque le changement d'expression de Meiji et demande ce qui s'est passé. Meiji dit que ce n'est rien, mais, oui, c'était suspect. Un peu plus tard, il s'arrête, et William dit qu'ils sont déjà arrivés au bâtiment Ritsan. À partir de maintenant, la bataille contre les ombres commence. Tout le monde doit se préparer au combat, sans oublier que l'objectif est l'escorte, pas l'élimination de la cible. Il a demandé à notre gars s'il pouvait venir avec lui pour couvrir ses arrières, et il a dit oui. Meiji sera avec lui et assure tout le monde que les deux suffisent. Le groupe se met en mouvement, et le protagoniste sait qu'avec tout son équipement et ses attributs, il est l'équivalent d'un joueur de niveau 40. Pour l'instant, afin d'éviter les problèmes et les questions, il va se retenir d'utiliser le signal pour ne pas éveiller les soupçons. Mais l'équipe des ombres est en route. Il semble sentir une présence et repère Meiji près de l'entrée du métro. Tout de suite, il dit à tout le monde de se préparer. Ils arrivent. C'est littéralement comme si leur PNJ montait la garde au-dessus du métro pendant que les ennemis envahissent. Meiji s'échappe en étant poursuivi et se cache à côté de notre gars, demandant de la couverture à Ashida et disant à tout le monde de traverser le périmètre. Le gars aux cheveux en épi est maintenant face à face avec le chevalier. Il bondit et lui dit de mourir en frappant, mais la créature bloque. Le gars maintient la pression, déchaînant un combo qui force le monstre à seulement se défendre. Même Meiji est impressionné, disant que ce gars avec une épée à la main est comme une personne complètement différente. Puis il enfonce sa lame dans l'ombre et dit que c'est fini. Celui-ci est terminé. Tout de suite, la ninja aux cuisses épaisses arrive et assène 2 autres coups d'épée au cou. La première cible a été éliminée. Le protagoniste loue les compétences de coordination de Meiji, alors que tout ce que Meiji a fait, c'est se cacher et dire d'attaquer. Mais humblement, Meiji dit qu'il a tout appris en regardant notre gars servir comme capitaine si longtemps et qu'il n'est encore qu'un débutant. Notre gars insiste, non, tu es incroyable. Merci. Un petit moment de bromance pendant que les autres se battent. Allez, protagoniste, donne-leur un coup de main. Au moins, ils savent que si une créature d'élite apparaît, leurs chances ne seront pas bonnes. Et, bien sûr, un va apparaître. Il y a un gars qui manie une masse déjà derrière la ninja. Ne la tue pas. Tant d'autres personnes que tu pourrais attaquer. Heureusement, elle et un autre coéquipier esquive. Oh non, j'ai parlé trop vite. Un énorme ennemi avec bouclier arrive par derrière. Mais le gars avec les dreads charge et le projette contre le mur. Les costauds sont arrivés. Bon, le protagoniste n'a toujours rien fait. Alors qu'ils sont sur le point d'avancer, quelqu'un dans le ciel commence à jeter un sort. Meiji réalise instantanément que c'est l'un des renforts de la classe noble. Tout le monde essaie de courir, mais le gars a déjà invoqué une sorte de dinosaure chétif. Ashita est peut-être super agaçant, mais au moins il est courageux. Il a aussi lancé une boule de feu, ayant l'intention de les faire entrer en collision, et la jette. Meiji est sûr qu'il va se faire tuer en faisant ça. Malheureusement, la boule de feu de l'autre gars était bien plus grande que la sienne, et il était sur le point de la prendre en plein visage. C'est une tragédie, mais notre chat va sauver cet idiot. Il intervient pour encaisser le coup, délivre une entaille et fend le rocher massif. Meiji lui demande s'il va bien, mais, bien sûr, le gars lui dit de se taire. Pourtant,
il est pratiquement assis là, tout confortablement, pendant que notre gars leur dit de battre en retraite. Il va s'en occuper. Un noble de ce niveau, il peut s'en occuper facilement. Alors il active de nouveau cette bannière. C'est pratiquement la seule chose qu'il utilise et il déclenche sa compétence en zigzag, tranchant la créature en deux. En haut, dans l'une des pièces, quelqu'un demande des nouvelles de l'état de Ashida. Meiji utilise un sort de soin et est sur le point de dire quelque chose quand soudain, une boule de démolition arrive. Le gars le prend en pleine poitrine, mais il est comme un héros de Marvel, s'enfuit, se soigne, jette son corps devant eux et encaisse le coup pour les deux. Le problème est que, évidemment, un monstre gigantesque avec une tronçonneuse est apparu. La chose est aussi grande que le bâtiment. Au milieu de tous les débris, tout le monde se cache. Oh, c'est un de ces golems des mers, le même type que notre gars a tué avant qu'il n'explore. Mais Meiji souligne qu'un golem des mers n'attaquerait pas comme ça de son propre chef. C'est probablement un outil ou une arme contrôlée par quelqu'un d'autre. Le protagoniste est d'accord, disant que c'est probablement un type spécial de noble appelé un perturbateur. C'est l'une des classes de production du jeu. Ils n'ont pas de compétences de combat, mais ils peuvent créer des golems géants, et c'est comme ça qu'ils se battent. Le problème est que ces choses sont rares, surtout une aussi forte, comme on peut s'y attendre du nombre de niveaux élite. William comprend. Une unité d'ombre plus forte attaque cet endroit, et à ce moment-là, une autre boule de démolition arrive en volant sur tout le monde, suivie d'un coup de tronçonneuse qui les force tous à s'abaisser. Shizuya dit qu'ils devront battre en retraite car le terrain ici est terrible pour eux. Il active une posture défensive, lève son bouclier et encaisse réellement le coup de tronçonneuse en pleine poitrine. Meiji avertit qu'il ne pourra pas tenir longtemps et dit à tout le monde qu'il a profité de l'occasion pour s'échapper. Voyant tout le monde partir, notre gars sait qu'il est temps de tout donner. La tronçonneuse arrive pour un autre coup, mais cette fois, il glisse juste à l'étage inférieur. Le monstre fait tourner ses boules de démolition partout, mais notre gars tire alors une flèche qui frôle son oreille. La créature ne semble pas s'en soucier beaucoup, continue de balancer les boules de démolition et de traîner la tronçonneuse à travers le bâtiment. Notre gars invoque un petit bouclier et l'utilise comme une planche. En bas, le reste du groupe reste là comme des idiots, disant qu'ils devraient probablement courir maintenant. Mais il dit qu'il n'y a aucun moyen que cette chose les laisse partir. Le seul choix est de le neutraliser ici et maintenant. Il appelle Meiji à l'aide, disant qu'il aura besoin de son soutien. Au moins, William ordonne aux autres d'aider aussi. Et bien sûr, ce salaud de Ashida est fou, disant que le gamin ne devrait pas donner d'ordre de soutien. Il va leur montrer comment faire. Il dit à tout le monde de reculer et lance un sort d'explosion. Évidemment, le protagoniste était toujours là et fini carbonisé. Meiji lui demande ce qu'il fout, et il invente une excuse, disant que le gamin bouge tellement qu'il ne peut même pas viser correctement. Puis il le prend par le col, disant que Shizuya est leur seul espoir, il gâche leur chance de victoire. Pendant qu'il est derrière à lancer ses sorts bâclés, l'autre est devant à risquer sa vie. Je ne comprends toujours pas comment ce type n'est pas encore mort. Honnêtement, on peut juste le tuer, s'il vous plaît. Et cette pauvre gamine, toute son histoire tragique juste pour prendre une flèche dans la poitrine et mourir. Pendant que ce salaud a été une plaie pendant 3 chapitres d'affilée, le golem charge, frappe le sol, et encore une fois, Shizuya esquive, réalisant que sa puissance destructrice est folle. C'est là que Meiji jette une petite botte à notre garçon, un boost de vitesse. Une autre attaque arrive, mais cette fois, Shizuya semble disparaître, réapparaissant sur le bras du boss. En même temps, il active un fragment de son livre de magie, tirant 3 boules de feu en plein dans sa face. Le monstre, qui agit comme si de rien n'était, fait tourner son bras au-dessus de la tronçonneuse pour se frapper avec une boule de démolition. Mais Shizuya sent qu'il est maintenant à la distance parfaite et active une frappe de mana rapide qui perce enfin l'intérieur du casque. La chose trébuche, traverse un mur et s'effondre au sol. Pourtant, le protagoniste sait que ce n'est pas son vrai point faible. Il invoque un arc, utilise un tir technique, en fait son barrage, et avec ça, la créature semble enfin mourir. Alors qu'il se demande s'il se rapproche de sa force dans le jeu, les idiots autour de lui tremblent, stupéfaits qu'il ait vaincu le monstre seul. Pendant que son ami loue son bon travail, notre gars est visiblement plus intéressé par le butin. Il active l'omniscience et l'omnipotence pour voler les capacités d'un monstre une fois de plus. Les autres le préviennent d'être prudent, disant que le contact avec le pouvoir de la créature est dangereux. Tout de suite, il réalise qu'il est probablement le seul à pouvoir manipuler ces éléments. Le reste du groupe arrive, et il semble que tout le monde s'en soit sorti sans trop de problèmes. Un peu plus tard, Meiji explique comment tout est arrivé. Tout a commencé le jour où les ombres ont envahi. Le groupe de William a vite compris qu'il y avait un lien entre ces monstres et le jeu Azurland. Ce même jour, ils ont lancé le projet Prométhée pour étourdir les ombres. Mince, ces gars agissent vite. Avec la coopération militaire, ils ont réussi à capturer des ombres et à transplanter des parties d'ailes dans des gens. Sérieusement, leur GPT de l'ombre a dû tourner à plein régime pour tout traiter si vite, mais ça a été si rapide que tous ceux qui ont reçu la greffe sont morts en 24 heures. Immédiatement après, ils ont essayé de transplanter dans des créatures plus résistantes, comme les baleines et les tortues, et ça a semblé marcher. Une fois que le circuit fonctionnait chez une tortue, on pouvait prendre cette version fonctionnelle et la mettre dans un humain. Le problème, c'est que dans cette méthode, les circuits étaient défectueux et avaient beaucoup moins de puissance. Notre protagoniste fait remarquer l'évidence. Même avec 2 semaines de préavis pour se préparer, tout ça est arrivé bien trop vite. Meiji est d'accord mais dit qu'il n'en a aucune idée. La seule chose qui lui est arrivée, c'est qu'il a eu la chance de recevoir l'une des greffes qui fonctionnait, mais il ne sait rien de plus. Il a demandé la force de notre garçon, et Shizuya dit que tout ce qu'il peut vraiment faire, c'est absorber les objets lâchés. Évidemment, il ne va pas parler à son ami de l'omniscience et de l'omnipotence.
Meiji dit qu'il est clairement chanceux, quelqu'un de vraiment spécial. Jusqu'à présent, il n'a rencontré personne d'autre qui puisse équiper des circuits comme dans le jeu. C'est là que notre garçon révèle que, comme dans le jeu, quand il équipe un objet qui appartenait à quelqu'un d'autre, il est chassé pendant 7 jours. En entendant ça, Meiji demande si c'est pour ça qu'il a rejoint Sim, et Shizuya dit oui. Puisqu'il va être chassé, c'est mieux d'avoir des gens autour de lui. Dans le jeu, en théorie, des informations sur le monde étaient cachées par la compagnie dans cette tour. Et puisqu'ils attaquent Ritsu maintenant, ils ont probablement des informations importantes pour l'humanité qu'ils veulent garder secrètes. Meiji dit que dans ce cas, il vaut mieux qu'il rentre. Mais Shizuya veut savoir s'il pense vraiment que ça vaut le coup de risquer sa vie pour le même groupe. Meiji rit, disant qu'il est surestimé. Dans le jeu, il n'est devenu célèbre que grâce à notre garçon. En réalité, c'est juste un gars normal et travailleur. Rien de spécial chez lui. Le fait qu'il ait réussi à obtenir cette place dans le même groupe est déjà un rêve devenu réalité pour lui. Quand il retourne au groupe, Ashira est assis là et dit « Enfin, la racaille s'est réveillée ». Mais son ami dit immédiatement au salaud de se taire, disant qu'il ne fait qu'entraver la mission et apporter la honte. Tout le monde se dispute jusqu'à ce que William leur dise de se taire. Il répond à un appel, semble être d'accord avec quelque chose, puis leur dit de se détendre. L'opération se déroule parfaitement. Ils achèveront le sacrifice avant d'atteindre l'aîné, ne surprenant absolument personne. Ce type a clairement un lien avec les ombres. Au sommet d'un bâtiment, notre protagoniste observe la ville et dit qu'il ne voit rien de suspect. On dirait qu'il y a des gens qui vivent ici, mais personne ne veut allumer les lumières et attirer l'attention. William est satisfait, disant qu'au moins il ne semble pas être en danger. Il est temps pour eux de s'enfoncer plus profondément dans Ritsan. Alors qu'ils s'approchent, une femme observe depuis une fenêtre. Plutôt grande, elle dit que des rats semblent arriver. Dès qu'ils entrent, il y a 2 chemins différents. Et bien sûr, comme toute équipe intelligente, ils vont se séparer. Un groupe pour mourir, l'autre, les protagonistes, pour vivre. Au moment où ils atteignent le 5e étage, rien d'étrange n'a été trouvé. L'équipe de Meiji est déjà au 20e étage, mais c'est vide aussi. Ashira se plaint à Meiji, disant qu'il devrait juste aller au dernier étage. Clairement, il n'y a rien dans ces pièces. Meiji lui dit que s'il veut faire ça, il devrait en parler au capitaine car il ne prendra pas cette responsabilité lui-même. Mais Ashida, en colère, le gifle et dit qu'il utilise le boss comme une sorte de menace. Juste à ce moment-là, ils ont remarqué que lorsque le téléphone touchait le sol, il commençait à faire des étincelles. Quelque chose interfère avec leur communication. Le protagoniste et le reste de son groupe sont au 26e étage. Il dit qu'il entend un son étrange venant de derrière une porte. Tous les autres disent ne rien entendre, mais notre homme insiste, il dirait la voix de Maggie. William dit que les murs sont fins, c'est logique qu'il puisse entendre. Mais le protagoniste frappe dessus et dit qu'il ressemble à du béton. Ça n'a pas de sens. De plus, dans un bâtiment normal, les étages devraient faire 3 mètres, mais ici, c'est seulement environ 2 mètres et demi. Et quand il est passé par l'escalier plus tôt, ces étages faisaient bien 3 mètres. William lui demande s'il suggère qu'il y a une sorte d'espace vide. Il ordonne immédiatement à quelqu'un de contacter Sato, mais bien sûr, leurs communications sont coupées. William ordonne à tout le monde de reculer, disant que c'est suspect. Mais à ce moment-là, les murs commencent à se refermer des 2 côtés, les piégeant. Un gaz soporifique commence à remplir l'espace, et Shizuya perd connaissance avec les autres. C'est là qu'une rousse d'avant apparaît, leur ordonnant d'endormir tout le monde. Flash aveuglant en plein visage, elle dit à notre garçon de se réveiller vite, exigeant de savoir qui il est. Raji ouvre les yeux et demande si c'est leur idée de l'hospitalité. La femme se lève, s'approche de lui et dit que pour recevoir l'hospitalité, il devra expliquer ce qu'il en est de sa main droite. Il ne devrait pas les sous-estimer car ils ont aussi été en contact avec les ombres. Quelqu'un ouvre la porte et appelle la présidente Ayakawa. Il présente William comme le jeune maître du groupe Sim et un partisan de Ritson. Ayakawa demande immédiatement ce qu'une personne aussi puissante que lui fait dans sa petite entreprise. Mais son compagnon la coupe, disant que quoi que veuille faire le groupe Sim, ils n'ont aucune raison d'interférer. Apparemment, elle obéit, partant en disant qu'ils allaient payer pour ça. Pendant ce temps, notre protagoniste pense que William n'avait apparemment rien à voir avec tout ça. Il se lève, et le gars qui est entré plus tôt dit à tous les autres de partir. Il veut parler à William seul. En partant, Shizuya se souvient que la compagnie Ritsom a beaucoup d'informations sur les joueurs. Il remercie le gars qui l'a détaché et lui demande s'il peut l'aider à trouver une certaine personne. Le gars dit oui, demande le nom, et Shizuya dit « Ayan Hitomi ». Le garde s'enfuit aussitôt, criant qu'il peut chercher n'importe qui sauf elle. Le protagoniste lui dit d'attendre, mais Ayakawa, debout à proximité, veut savoir pourquoi il s'intéresse à Ayan Hitomi. Il explique que c'est une amie du jeu, et il est curieux de savoir comment elle va. Ayakawa lui demande ensuite s'il est Kamiyata Shizuya. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il viendrait jusqu'ici chercher cette personne. Elle lui donne une carte et lui dit d'aller au 33e étage, qu'elle est là. Il demande si quelque chose est arrivé, et elle dit de lui parler, et il saura tout. En chemin, il sait que tout cela est trop suspect. Mieux vaut être prudent car ça pourrait être un piège. Il se souvient que Hitomi était la personne dont la personnalité était la plus différente dans la vraie vie par rapport au jeu. Il frappe à la porte et demande si elle est là. La porte s'ouvre, et elle est là, complètement intacte. Le revers de la médaille, c'est qu'elle est en fauteuil roulant. Dans le jeu, elle avait l'avantage de pouvoir voler, mais ici, ça n'existe pas. Un peu gênée, elle lui demande d'entrer et dit qu'elle va lui chercher quelque chose à boire. Il a demandé des nouvelles de son père, et elle dit qu'il est à Janusa. Le protagoniste remarque comme toujours que c'est un sujet qu'elle n'aime pas aborder. Elle dit que c'est bon. Elle a déjà raconté cette histoire. Apparemment, quand elle était plus jeune,
elle préférait être plus garçon manqué que féminine. Elle voulait faire des arts martiaux, du sport, etc. Sa mère n'aimait pas ça, essayait de lui mettre des robes et de lui donner des poupées. Mais son père l'emmenait secrètement à la boxe jusqu'au jour où elle a été paralysée. Sérieusement, quel genre de boxe est-ce? De la boxe où tu restes là à te prendre un coup derrière la nuque? Qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, je pense que sa mère avait peut-être raison. Au final, ça a provoqué une dispute dans la famille, et ils n'ont jamais pu se réconcilier. Quelque temps plus tard, elle a découvert Azurlan et a recommencé à progresser, et son père était heureux de la voir s'amuser à nouveau. Alors il a acheté des actions de Ritsen puisqu'ils étaient impliqués dans le jeu. Et dans le jeu, même sans jambes, on pouvait toujours marcher. Il pensait que cette technologie pourrait peut-être être transposée dans la réalité. En gros, notre garçon est entré dans cette pièce et a été frappé par un traumatisme émotionnel. Shizuya semble réaliser que l'histoire se déroule exactement comme dans le jeu, pendant l'arc de la tour de la mélancolie. Ce qui le surprend, c'est que si Ayakawa est la chef de l'entreprise, alors elle doit être le boss final de cet endroit. Le plus étrange, c'est que cette entreprise est déjà entièrement équipée de murs, de pièges et de tout le reste. Ce ne serait possible que s'il se préparait depuis plus d'1 an. C'est exactement ce que tout le monde lisant ce désordre d'histoire veut savoir. Comment ces gens ont-ils réussi à se préparer autant? Le chapitre suivant commence à parler d'un donjon qui existait dans Azurland, un donjon de niveau épique appelé la tour de la mélancolie. Le démon du tonnerre qui s'y trouve était à l'origine une marchande qui s'était rendue à cet endroit pour faire de l'argent. Elle s'est infiltrée dans la noblesse en utilisant des tactiques mortelles. Aucun homme ne pouvait résister à son pouvoir, et grâce à cela, son affaire n'a cessé de croître. Elle trouvait un mari, gagnait plus d'argent, le quittait et passait au suivant. Mais son obsession pour les affaires lui a fait négliger sa famille. Et, évidemment, en étant impliquée avec tant d'hommes, elle a aussi eu des enfants. Malheureusement, sa fille a contracté une maladie mortelle, et elle a dû engager un mage pour l'aider. Mais le mage était en fait un démon, qui a gagné et lui a donné tout le soutien dont il avait besoin pour utiliser sa magie. Au final, cependant, il s'est avéré que c'était un portail qui a fait venir une vague de démons, et l'endroit a été détruit. Sachant tout ça, Shizuya essaie de trouver quel groupe de marchands de leur monde pourrait correspondre à cette histoire. Vu que le groupe de son père est impliqué, ils sont peut-être en danger. À ce moment précis, une lumière étrange envahit toute la pièce. C'est l'alarme qui se déclenche parce que des ombres sont en train de défoncer la porte d'entrée, et elle vient d'être brisée. Immédiatement, notre gars dit que les créatures arrivent et qu'ils vont devoir s'échapper. Pendant ce temps, dans une autre pièce, William parle avec cet homme, lui disant qu'il a apporté le circuit comme promis. Mais l'homme répond qu'il ne va pas lui donner toutes les données d'Azur juste pour un seul circuit. L'homme qui se tient devant lui est en fait le père d'Itomi. William dit que s'il transplante ce circuit dans son corps et que ça marche, ce sera le seul moyen pour elle de retrouver l'usage de ses jambes. Le père répond que William devrait savoir que Ritson est tout ce qu'il a bâti depuis 20 ans, et qu'en ce moment, les employés auxquels il tient sont attaqués par les ombres. Quand Meiji apparaît, William insiste qu'il n'a rien à voir là-dedans, mais le père répond que l'entreprise ne vaut rien sans ses employés. Alors, qu'est-ce qu'il va aider, lui? Au lieu de ça, il reste là à se plaindre à William. William se lève, disant que c'est sa dernière chance de vendre Ritson, et appelle ça un avertissement. Le père répond que l'entreprise perdrait toute sa valeur. Alors pourquoi William est-il toujours aussi intéressé? William se contente de se retourner et dit que c'est le dernier avertissement. S'il ne vend pas l'entreprise, tout le monde ici disparaîtra. Mais juste au moment où il tend la main vers un stylo, le plafond commence à s'ouvrir, une main robotique apparaît et l'attrape. William demande ce qu'il pense faire, et l'homme le prévient qu'il ne fait jamais d'affaires s'il n'en tire pas profit. Il appuie sur un bouton, traverse le sol et souhaite bonne chance à William. William commence à crier à l'aide, et juste à ce moment-là, quelqu'un fait irruption par la porte et brise la main robotique. Je pensais que William allait être un grand méchant, mais il s'avère que c'est un poids plume avec un QI de 16. Tout le monde dans ce bazar est un idiot. Il leur ordonne de trouver ce salaud, le père, coûte que coûte. Pendant ce temps, à un autre étage, le personnel militaire est aligné devant l'ascenseur. Dès que les portes s'ouvrent, une ombre se jette sur la tête du premier soldat. Mais alors une flèche arrive et envoie la créature au loin. Le protagoniste dit à tout le monde de le suivre. Ils vont sortir d'ici. Les soldats, cependant, veulent savoir où est le reste du groupe. Le protagoniste appelle William et les autres, demandant de l'aide pour évacuer les gens. Mais la blonde répond que la négociation a été annulée, et qu'ils n'ont plus besoin de sauver personne là-bas. Il dit au gamin de se concentrer sur sa propre sécurité et de rejoindre l'équipe au garage. Puisque c'est à la radio, tout le monde l'entend, et il commence à crier, disant que ce salaud de patron les a non seulement abandonnés, mais aussi sa propre fille. Merde. Il jure que si la patronne les a abandonnés, elle le paiera. Ces gars auraient vraiment pu trouver un autre plan parce que maintenant le protagoniste et William vont devoir s'en occuper. Pendant ce temps, le patron s'approche d'Ayakawa par derrière et demande comment avance le sien. Elle révèle que ses soupçons étaient corrects. Le même groupe ne voulait en fait pas les acheter. C'était juste un bluff pour voler toutes leurs données. Et, évidemment, leur plan était de renforcer les circuits qu'ils ont déjà pour pouvoir combattre les ombres. Il semble que le système de circuits et la façon dont le jeu connectait les gens fonctionnaient de manière très similaire à Azurland. Le plan semble être de transposer les traits de caractère du jeu dans la réalité et de les synchroniser avec le circuit dans le monde réel. Son père pense que ce sera impossible, mais elle dit qu'apparemment, les gens de ce groupe croient pouvoir le faire s'ils ont assez de données, et c'est exactement pourquoi ils veulent cette entreprise. Il se sent soulagé, si ces salauds avaient réussi, ils auraient pris le contrôle du monde. Ayakawa répond que maintenant ils sont dans la position parfaite. Ils ont le circuit, et ils ont les données des joueurs.
Son père est là, souriant, sur le point d'être trahi par cette femme quand elle prend la mallette de sa main et dit qu'elle va jeter un œil au circuit. Il lui dit d'attendre une seconde, mais à ce moment-là, il est maîtrisé. Il demande à Ayakawa ce qu'elle pense faire, et elle répond qu'après tous les problèmes qu'elle a eus, il n'est pas question que cette fille incompétente de lui en profite. Pendant ce temps, aux étages inférieurs, des ombres de bas niveau essaient d'avancer, mais le gars tire surtout avec son pistolet. Il se plaint que l'ascenseur est dangereux et dit à tout le monde de courir vers les escaliers. En voyant ça, William dit à Hitomi qu'il a fait sa part. Maintenant, c'est son tour. Tout le monde devrait être emmené dans la pièce secrète. Elle doit aussi être curieuse de savoir ce qu'il y a dans cet endroit qui a fait que son père l'a abandonnée comme ça. Pendant ce temps, dans la pièce qui doit être la pièce secrète, son père dit à Ayakawa d'arrêter, mais elle répond simplement qu'elle n'est plus sa subordonnée. Le système annonce que quelque chose est en cours d'installation, et elle sourit, disant qu'elle est sur le point de devenir une joueuse. Mais alors un message apparaît disant qu'aucune information n'a été trouvée. Elle ne comprend pas pourquoi jusqu'à ce que son père lui dise d'un air suffisant qu'il avait déjà extrait les données avant de les remettre. À ce moment-là, Ayakawa réalise que le salaud s'était méfié d'elle depuis le début. Il lui dit qu'il semble qu'il a eu raison de se méfier d'elle puisqu'elle l'a trahi. Il va dégainer son arme, mais elle dégaine la première et tire une série de coups sur lui. Bien sûr, le bruit attire l'attention des ombres à l'extérieur. Il dit à Ayakawa d'arrêter d'être folle, l'avertissant qu'à ce rythme, ils finiront tous les deux morts. Il sort aussi son arme, mais juste à ce moment-là, le mur derrière elle explose. Un archer, celui qui a défoncé le mur, tire une deuxième flèche qui lui transperce le corps. Elle s'effondre instantanément. Son père dégaine son arme et tire, mais cela ne fait rien à leur armure. Il crie aux créatures de ne pas s'approcher, non pas qu'elles écouteraient. Au moins, quelque chose semble les viser. Il demande ce qu'ils pensent faire, et un des archers tire une flèche vers le plafond, passant juste derrière le protagoniste et son équipe. Dans sa mémoire, il se tourne et voit le monstre imposant, le dos tourné, s'approchant pour tuer son père. Le pauvre homme vide son chargeur mais ça ne fait rien. Mais juste à ce moment-là, le protagoniste tombe d'en haut, pendant que l'homme pleure de désespoir, pensant que c'est la fin pour lui. Il a de la chance que notre gars, au lieu de viser le coup, frappe l'épée pour rediriger l'attaque, le sauvant. Ces créatures sont des monstres d'élite entre le niveau 20 et 30. Meiji ordonne à notre gars, qui charge, disant qu'il va protéger l'homme. Meiji utilise des capacités de chaîne pour aider pendant que notre gars se retrouve entre les deux ennemis. Le chevalier est immobilisé par les chaînes, et notre gars abat ce qui semble être l'archer. Mais Meiji se fait attaquer. Il lève une barrière à temps. Le protagoniste bondit, active cette attaque du lion, et tourne derrière le chevalier, le frappant et le faisant tomber instantanément. Meiji pousse un soupir de soulagement, disant que comparé à ce qu'ils ont affronté dans le jeu, c'était en fait facile en théorie. À ce moment, quelqu'un appelle Janusa, le père de Hitomi. C'est William qui dit qu'apparemment Janusa avait tout planifié depuis le début. Janusa semble vraiment heureux que tout le monde aille bien. Il se précipite vers sa fille, lui disant qu'il a obtenu les informations pour qu'elle puisse remarcher. Maintenant, tout prend son sens. Dans le jeu, il y avait cette femme avec une fille malade qu'elle voulait guérir, et ici nous avons un père malade qui essaie de guérir sa fille. Pour une raison quelconque, je ne fais le lien que maintenant. Vous vous demandez peut-être s'ils ne devraient pas récupérer le circuit, mais William dit que c'est bon. Ils auront d'autres chances plus tard. Cependant, dit que c'est bon. Quelqu'un d'autre devrait l'utiliser. Son père la supplie de ne pas dire ça. Il a fait tout ça pour elle, mais elle pleure en disant que cette chose ne l'aidera pas maintenant que sa mère est déjà partie. Hitomi, utilisons cette chose, déjà. Récupère tes pouvoirs de fée et aide le protagoniste, pour l'amour de Dieu. Parce que pendant que tu es pris dans tout ce drame, un message arrive disant que de plus en plus d'ombres attaquent le bâtiment. William, désespéré, dit à l'équipe de tenir la ligne, qu'ils sont en route. Puis il se tourne, disant qu'ils parleront plus tard. Janusa, cependant, leur dit d'attendre. Il connaît un raccourci vers le garage. En bas, des voitures sont réduites en miettes pendant que le personnel de l'armée court pour sa vie. Les seuls à tenir la ligne sont le groupe que William a amené avec lui. Et puis, une parfaite boule de feu frappe l'une des ombres. Le protagoniste s'excuse d'être en retard pendant que William vérifie la carte et dit que cette sortie n'est plus utilisable. Il dit à Meiji et aux autres de gagner du temps. Ils répondent juste, compris. Mais alors un autre soldat arrive en courant pour signaler que la sortie B a aussi été scellée. Un instant plus tard, une flèche arrive et l'empale. Une bande arrive en courant dans le garage, et le pire, c'est que William semble y être seul. Il ne sait pas pourquoi, mais le protagoniste sait que c'est à cause de cette flèche que l'archer a tiré vers le haut. C'était un signal pour attirer leurs alliés. En fin de compte, ces gars-là sont après les données qu'ils ont sur Janusa. Au chapitre suivant, William demande au personnel de l'armée où est le renfort dont ils ont besoin. L'officier plus âgé répond qu'ils doivent aussi minimiser les pertes. Il ne peut pas s'attendre à comploter derrière leur dos et toujours obtenir un soutien militaire complet. L'armée n'est pas sa force de frappe personnelle. William, clairement ébranlé, réalise qu'au final, ils ont aussi été trahis par l'armée. Le général les avertit d'être prudents. D'innombrables ombres convergent vers la zone. En moins de 2 heures, l'endroit sera envahi. L'ami plus âgé de William demande pourquoi ils veulent abandonner tout le monde à cet endroit, mais le général dit seulement qu'il minimise les pertes. Les soldats vivants valent mieux que les morts, ils devraient donc commencer l'évacuation immédiatement. Évidemment, William sait que ce n'est qu'un prétexte, surtout qu'il sera difficile pour l'un d'eux de s'en sortir vivant. Pourtant, sans meilleure option, il dit au groupe de le protéger et de commencer à ouvrir un chemin vers la sortie B. C'est par la
que tout le monde devra s'échapper. Tout le monde est d'accord, et Ashita lance un barrage de feu pour essayer d'ouvrir le chemin, disant qu'il s'occupera lui-même de ses ennemis. Deux ombres avancent, mais leurs expressions changent instantanément. Heureusement, Meiji a toujours sa barrière surpuissante. Comme toujours, il attrape Ashita par le col, lui disant d'arrêter d'être un idiot et de rompre la formation. Le protagoniste invoque une tempête de foudre et active la bannière du courage. Tout le monde gagne plus de vie, plus de défense et 20% de vitesse de déplacement en plus. Avec ça, la jolie petite ninja taille à travers les ennemis, et le gars au dreadlock, dont je ne connais toujours pas le nom, assène un coup de poing solide. Des coups ici, une attaque du lion là, et on dirait qu'il progresse. L'armée est impressionnée, et Janusa félicite Hitomi d'avoir des amis si forts dans le jeu. Il jure que s'ils s'en sortent vivants, il fera de son mieux pour laisser tous à derrière eux et la soutenir. Hitomi, cependant, n'a pas l'air très enthousiaste. Ma fille, faisons d'abord la greffe. Commence à marcher, et ensuite tu pourras organiser ta rébellion. Observant toute la bagarre, William et Otto commentent que la coordination de ce groupe est parfaite. C'est même un peu intimidant. William sait qu'il sera difficile de garder Shizuya sous contrôle parce que l'homme à côté de lui dit qu'ils doivent vraiment faire attention. Ils ne comprennent pas comment fonctionne le circuit de ce gamin, et il est possible qu'il cache quelque chose. Au milieu de cette conversation, plusieurs hélicoptères s'approchent des bâtiments. Quelqu'un donne l'ordre d'exterminer tous les ennemis. Ce sont des mitrailleuses, des missiles, des explosions qui déchirent le sol pendant que les ombres tentent de fuir. Mais, bien sûr, une flèche aussi puissante qu'un canon transperce directement un hélicoptère, le faisant s'écraser. Le reste des troupes terrestres, cependant, continue d'arriver. Qui a ordonné tout ça? Je pense que c'était ce militaire qui, en théorie, les avait trahis, mais peut-être qu'il leur donne en fait une chance de s'échapper. Oh, c'est vrai. C'était lui qui avait ordonné l'évacuation et d'abandonner tout le monde dans la ville. William dit à tout le monde qu'ils ont 5 minutes pour achever l'ombre et sortir de là. Le protagoniste est en pleine forme, une flèche dans la poitrine de l'un, un coup de poing à un autre, et ils sont déjà près d'atteindre la sortie B. Enfin, il n'y a plus d'ombre devant eux. J'ai parlé trop vite. Soudain, un mage en robe verte apparaît, clairement pas un monstre ordinaire. Shizuya trouve ça très étrange qu'un mage descende au niveau du sol. La créature lève aussitôt son bâton et une pluie de boules de feu s'abat. Le parking entier explose. Il prévient tout le monde d'être prudent. Le monstre essaie de tout embraser. Il traverse le barrage et tire un coup sur l'ennemi. Mais en un instant, la créature semble disparaître. Et, bien sûr, dans un parking rempli de voitures qui explosent et de boules de feu partout, l'essence se répand. L'ennemi tire une flèche droit dessus. Sans autre choix, le protagoniste active le coup du lion et se jette sur la trajectoire de l'attaque, la coupant en deux ou quelque chose d'approchant. Le bâtiment commence à s'effondrer. Son père porte sa fille. Tout le monde court. La fumée s'échappe de partout, et ils finissent par sortir. Les soldats leur disent de bouger vite. Beaucoup de gens sont morts en chemin pour les sauver. Là-dessus, les véhicules commencent à fuir la ville. Gianluca regarde en arrière et voit l'entreprise qu'il a bâtie pendant 20 ans s'effondrer. Les ombres ont vraiment envahi et pris le contrôle de la ville. William lui dit de ne pas s'inquiéter. Tant que le groupe est debout, ils peuvent tout reconstruire. Le père comprend qu'ils veulent juste ces données, mais il n'y a pas le temps de discuter. Une boule de feu s'écrase sur la voiture. C'était trop facile. Évidemment, un autre barrage arrive. L'une des créatures tombe du ciel, et celle-ci est d'un tout autre niveau. Le protagoniste sort de la voiture renversée, hébété, et aperçoit une ombre antique qui approche. Ce qu'il craignait le plus est arrivé. Les soldats tirent, mais c'est comme si le vent frappait la créature, complètement inutile. Le protagoniste hésite, essayant de voir ce que le monstre va faire. Il dégaine son épée et envoie un coup qui tue 4 ou 5 personnes instantanément. Il dit à l'armée de ne pas s'en mêler. Le groupe s'en occupera, et William ne fait absolument rien. Je pensais que ce type serait le genre de leader fort qui se bat, mais apparemment, il ne fait que donner des ordres. Il dit au groupe que le moment de faire ses preuves est arrivé. Meiji dit d'accord, commence à lever son bouclier de mana, mais l'attaque brise instantanément sa magie. Pendant ce temps, Ashuda charge pour tenter une de ses attaques en solo. Le boss pourrait facilement le couper en deux, une modeste faveur qui ne nous dérangerait pas. Mais, malheureusement, il plante juste son épée dans le sol, annulant les boules de feu et le projetant. Le groupe veut foncer imprudemment, mais notre garçon leur dit d'attendre. Foncer sans réfléchir ne marchera pas, il demande ce qu'il doit faire, et il leur dit de retenir le boss le temps que tout le monde évacue. Ils acceptent, et il avance, tirant plusieurs coups de mana rapide. L'ennemi bloque avec son épée, et juste à ce moment, un petit ninja attaque d'un côté. De l'autre vient le combattant au dreadlock avec un coup de poing, et d'en haut, le manieur de grande épée. Mais le boss contre avec un large coup d'épée, envoyant une frappe vers chacun d'eux. Pendant qu'ils retiennent le boss, l'armée se retire avec Hitomi. Son père sourit bien trop, et honnêtement, je ne sais pas comment il est encore en vie. Il a ce look parfait de quelqu'un sur le point de mourir. L'ombre antique semble avoir les yeux rivés sur eux. Le père remarque le regard, et à cet instant, l'ombre fonce vers eux. Tout le monde panique, et le protagoniste apparaît derrière elle, activant le coup du lion, forçant le boss à s'arrêter et à se défendre. Le monstre étend son épée, désignant le protagoniste comme sa cible principale. Ils sont figés dans un regard, comme un duel de western. Et qu'est-ce que c'est? Une ombre antique, niveau 99? Merde. Notre garçon réalise que c'est absurde. S'il l'affronte de front à pleine puissance, il ne tiendra même pas une minute. Peut-être que le meilleur plan est de le distraire et de gagner du temps pour les autres. Il active une capacité dans sa main, soulève un bloc de pierre et le jette sur le boss. Le monstre le tranche facilement en deux,
et au milieu de l'explosion, notre garçon est déjà en train de s'enfuir. Le boss le remarque et lui envoie d'autres coups. Il est déjà à l'intérieur d'un bâtiment, mais même ainsi, l'attaque le transperce. Le bâtiment commence à s'effondrer tandis que la ninja aux cuisses épaisses veut se précipiter pour l'aider. Meiji, cependant, lui dit de lui faire confiance. Ashiga, en revanche, est convaincu que si ce gars n'avait aucune chance, tout le monde ici va mourir. Meiji leur dit d'en profiter pour battre en retraite. Shizuya leur fait gagner du temps, mais ils ne veulent pas. En tant que membres de l'armée, ils ne peuvent pas abandonner leurs camarades. PFFF, je pensais que Meiji faisait confiance à notre garçon, mais il est là à penser, quel dommage. Il pensait que le gamin jouerait un rôle bien plus important dans cette histoire. Honnêtement, je pensais qu'il était un ami loyal, mais non. Il a juste laissé notre garçon là et est allé parler au boss. Pendant ce temps, bien sûr, Hitomi veut savoir où est Shizuya. Il lui répond que Shizuya affronte une ombre antique et pourrait ne pas revenir. Janusa dit que dans un monde comme celui-ci, la mort est courante. Mais Hitomi dit hors de question. Ils ne peuvent pas abandonner Shizuya comme ça, et il n'est pas du genre à mourir si facilement. Au moins quelqu'un croit en notre jeune homme. William est apparemment d'accord, non pas qu'il pense que notre jeune homme est si bon, mais parce qu'ils sont encerclés de tous côtés. Il vaut mieux garder le plus de monde en vie possible. Miji demande où est l'armée. Sont-ils abandonnés? Un des soldats essaie de minimiser, disant que d'autres renforts arrivent. Gianlusa, cependant, fait remarquer que tout semble devoir se terminer ici. À ce moment-là, William dit que la solution est que Gianlusa remette le pouvoir qu'il a. En d'autres termes, installer toutes les informations de circuit pour maximiser la force de chacun. Étant donné que c'est leur seul espoir, il n'y a aucune raison qu'ils refusent. Mais tout le monde se tourne vers lui, disant à Gianlusa d'arrêter de ne penser qu'au profit personnel. Après avoir hésité un instant, il crie que c'est bon. Il donnera toutes les données. William le remercie, disant qu'enfin l'humanité aura une chance. Maintenant, il leur faut juste un pilier humain. Janusa lui demande d'expliquer, et William dit que c'est évident. Ils ne savent pas quels seront les effets de ces données, et c'est extrêmement risqué. Lors des tests jusqu'à présent, d'innombrables personnes sont mortes à cause des circuits. C'est pourquoi ils ont besoin d'une personne pour être le sujet. Il veut savoir qui prendra le risque. Oh mon Dieu. Ashira dit qu'il le fera. Dans un monde parfait, il deviendrait fou et mourrait. Dans le monde imparfait, c'est-à-dire à chaque fois, il survivra, deviendra plus fort et sera encore plus agaçant. Étrangement, pourtant, tout le monde semble intéressé. Le gars au dreadlock dit que c'est super cool. Si quelqu'un doit se sacrifier, il veut y participer aussi. La ninja aux cuisses épaisses, qui, soit dit en passant, n'avait pas ses pantalons noirs avant, l'artiste a été nerfé, qui a fait ça? Elle se joint aussi. Maintenant, tout le monde se dispute, même prêt à régler ça avec un pierre-papier-ciseaux. Mais Meiji leur dit à tous de se taire, disant qu'il est le capitaine, donc ce sera lui qui le fera. Ashira, bien sûr, le prend par le col, disant que c'est lui qui devrait y aller. Mais après tous ces allers-retours, l'évidence se produit, Hitomi se porte volontaire. Son argument est simple. Elle est en fauteuil roulant, donc si ça marche, il gagne quelqu'un qui aiderait beaucoup. Si ça ne marche pas, il perd quelqu'un qui, comme elle le dit, n'est de toute façon pas très utile pour le moment. La scène coupe sur le boss qui examine le terrain, grimpe et frappe encore le sol avec son épée. Au milieu des décombres et sous le clair de lune, il regarde en bas et pousse un cri. Apparemment, il cherche notre protagoniste qui s'est faufilé sous terre. Dans toute l'agitation, Janusa dit qu'il n'y a aucun moyen qu'il risque sa fille, mais elle répond que son corps aurait enfin une utilité. Personne ici ne ferait un meilleur pilier humain qu'elle. Les soldats hésitent, ne voulant pas lui faire porter cette responsabilité. Alors quelqu'un dit que c'est faux. C'est le protagoniste qui apparaît, complètement ravagé. William célèbre qu'il soit en vie pendant que Meiji devient tout émotif. Mais pourquoi? Vous l'avez abandonné. Tu es le soigneur qui lève des barrières et tu n'as rien fait. Shizuya dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut sauver tout le monde ici. À ce moment, il pointe et dit que c'est Janusa lui-même. Il aurait déjà dû réaliser que les ombres le voient comme la cible principale. Le gars dit que ce qu'il dit n'a aucun sens, mais les soldats sont d'accord, disant que depuis qu'ils sont près de lui, les monstres n'ont pas arrêté d'arriver. Le protagoniste dit à tout le monde de se taire. William demande alors pourquoi ce serait Janusa. Shizuya leur dit de se souvenir que le monde est devenu identique au jeu Azura. Dans ce jeu, le but final du joueur est de tuer le boss de la tour. C'est là que ça fait tilt pour William. Le patron de cette entreprise était Janusa, et c'est pourquoi il est la cible. Le truc étrange, c'est que Janusa ne fait pas partie du gouvernement. Il n'est pas fort, il n'est pas riche. En gros, il n'a rien de spécial. Alors pourquoi lui? Parce que c'est évident. Parce que ce gars porte les informations dont les monstres ont le plus besoin. Et en suivant la logique du jeu, s'il obtient les données, il deviendra le dieu du tonnerre de la région. Janusa recule incrédule, disant que c'est impossible. Mais soudain, il rit follement, disant que c'est ce qu'on appelle le karma. William lui dit de se calmer. L'avenir de toute la ville de Kaju repose maintenant sur ses épaules. Shunuzo commence à se lever et dit, d'accord. Il prendra ses responsabilités puisque la ville a fini comme ça à cause de lui. Il révèle ensuite l'histoire d'un homme qu'il a approché il y a un an, lui proposant d'acheter Azuraland. Il pensait que c'était suspect, mais la somme d'argent était absurde, trop pour refuser. Le protagoniste demande s'il a vendu des informations sur le jeu. Janusa dit oui, parce que c'était beaucoup trop d'argent pour refuser. Au moins, il n'était pas complètement stupide. Il a gardé les informations les plus importantes pour lui seul. Miji demande à quoi ressemblait cette personne. Janusa explique que le gars était déguisé, donc il n'a jamais vu son visage. Et honnêtement,
J'ai l'impression que c'était William lui-même déguisé. Je ne sais pas. J'ai juste cette impression. Mijiwa dit que tout ça est peut-être arrivé à cause des données, même si je ne pense pas que ça ait beaucoup de sens. Mais Janusa dit de lui laisser faire. Il deviendra le pilier humain principal. Il dit ensuite à Hitomi qu'il ne reviendra pas et espère qu'elle ira bien, puis il part. Il s'excuse en disant que tout ce qu'il a toujours voulu, c'était qu'elle ait une vie normale. Finalement, une fille pleure son père. William dit alors qu'il est temps de commencer. Tout le monde se rassemble devant une pierre, Janusa a l'appareil sur son bras, et la greffe du circuit commence. Les données sont installées, et juste après, c'est fini. Tout le monde reste silencieux, et soudain ses yeux deviennent bleus tandis que la foudre frappe du ciel. Le protagoniste l'interpelle, mais il est déjà devenu fou, créant une gigantesque boule d'énergie, et à présent, tout le monde est déjà à 5 pâtés de maison. Puis on revient en arrière pour voir ce qui s'est passé. Ils l'ont laissé exploser et sont revenus pour jeter un œil. En voyant cette énorme boule d'énergie, Natomi appelle son père. Le protagoniste est excité. C'était un succès total, et l'homme était devenu le dieu du tonnerre. William le félicite, disant que l'homme avait gravé son nom dans l'histoire. Mais de loin, quelqu'un observe. Une autre de ces ombres implacables est en mouvement, et pas seulement en train de suivre. Elle charge déjà et détruit tout sur son passage. En même temps, William appelle Janusa, qui sort, épuré, il est vraiment devenu le boss final, mais il ressemble plutôt à un ennemi maintenant. Les amis de William commencent à le critiquer, disant qu'il a l'air fort. Mais vu comme il est bête et sans expérience de combat, il va être inutile. Mais ensuite, le gars lui-même dit à tout le monde de se taire et dit à Hitomi de compter sur lui. Elle appelle son père, mais il est parti. Juste comme ça. William dit à tout le monde de se préparer et de faire attention à l'attaque surprise et demande au protagoniste de ne pas laisser Hitomi s'enfuir. À ce moment-là, l'ombre s'approche et se fait écraser par un coup de marteau. Elle défend des éclairs qui volent partout, et Janusa est dans le ciel comme Thor. Les deux s'affrontent, et l'ignorant demande s'ils ont la moindre chance. Shizuya dit que bien sûr, ils ont le boss de leur côté. Ouais. Peut-être devrais-tu aider le boss au lieu de le laisser se faire tabasser par ce monstre pour que tu interviennes plus tard comme ton fils Jinwoo. Le gros coup de foudre part, mais le monstre le contre et le renvoie. Jinyusa esquive, mais le monstre absorbe son énergie, comme on peut s'y attendre d'une ombre pareille. Il charge en avant et le percute en pleine poitrine. Honnêtement, on dirait que le protagoniste essaie juste de cultiver cette aura. William commente à quel point c'est bizarre. Pourquoi le boss se fait-il tabasser? Shizuya explique que c'est parce qu'il ne peut pas contrôler le pouvoir. Alors pourquoi as-tu cru qu'il se précipiterait, espèce d'idiot? Maintenant, ils sont face à face, et le monstre est prêt à l'achever. Épée levée, Hitomi crie non, se souvenant de son père lui apportant un gâteau, appelant sa mère, bien que sa mère soit déjà partie. De nulle part, il pleure sous l'épée levée, s'excuse auprès de sa fille, et un énorme éclair jaillit de son corps. L'ombre recule, et Janusa se tient à nouveau droit. Waouh! Sophie faisait juste du cinéma. Un autre coup de marteau. Cette fois, l'ombre lève son bouclier, mais il se brise instantanément. Le monstre est projeté, et Janusa bondit pour l'achever, provoquant une autre explosion massive et un nuage de fumée s'élevant dans l'air. Le protagoniste se demande quel genre de bagarre intense se passe ici. Le chapitre suivant commence avec un soldat disant que la crise à Keju est terminée. Ils ont gagné. Le gars est-il mort? Mais comme toujours, l'ennemi a changé. William est sur le point de célébrer, mais le soldat dit qu'ils ne seront autorisés à partir que s'ils remettent tout ce qu'ils ont gagné, compris les personnes qu'il a renforcées et la technologie qu'il a acquise. S'ils le remettent, ils ne quitteront pas la ville. William dit qu'ils n'ont pas besoin de prendre cette voie. Ils pourraient toujours être partenaires. De plus, si le gars veut qu'il emmène Janusa, ça va être délicat. Le soldat lui raccroche au nez. Un ami demande ce qu'ils vont faire, et ils sont tous d'accord qu'il est hors de question de livrer Janusa. Et puis un SM d'hélicoptère arrive. Chaque fois que je vois une scène comme ça, je me dis qu'il n'y a pas moyen que les humains soient aussi stupides. Mais ensuite je me souviens de la réalité et je me dis, oui, il le pourrait. Hitomi, tremblante, se tient là, quand 3 énormes flèches s'enfoncent dans le dos de son père. Shizuya sait immédiatement que ce sont des fléchettes tranquillisantes. Les soldats s'approchent, disant de l'encercler et de le capturer. Elle crie, demandant ce qu'ils essaient de faire à son père, qui vient de sauver Keju City, mais ils répondent seulement qu'ils suivent les ordres. Le protagoniste les avertit qu'il vaudrait mieux qu'ils reculent car Jinyusa n'est pas quelqu'un qu'ils peuvent gérer. Mais comme tous les personnages génériques copiés-collés, ils sont impatients de mourir et chargent directement. Bien sûr, Jinyusa active sa foudre, leur lance un regard, et le protagoniste lui dit de rester en arrière, mais c'est trop tard. La foudre s'abat sur les hélicoptères. Les pauvres soldats tirent leurs fusils, mais c'est inutile. Ils sortent même le canon, lui tirent une roquette de bazooka dessus, et elle explose contre sa poitrine. Pourtant, bien sûr, il est complètement indemne. Et le voilà, Janusa, défiant toute l'armée du regard, et clairement, ils ne sont qu'une bande d'idiots parce qu'ils ne font que gaspiller le peu que l'humanité a encore de vrai. La fille veut savoir pourquoi ça arrive. Son père a protégé la ville, mais William explique que pour les militaires, toute entité qu'ils ne peuvent pas contrôler est trop dangereuse pour être laissée en vie. Puis l'ami de William dit qu'ils ont un problème. Le moniteur de circuit montre plusieurs signaux rouges, signifiant que Janusa commence à perdre le contrôle. C'était déjà une possibilité, et maintenant que les militaires l'attaquent et le forcent à utiliser encore plus de pouvoir, ça ne fait qu'empirer les choses. William dit qu'il n'y a que 2 issues possibles. Soit son énergie augmentera au point d'exploser, soit il perdra complètement la tête. Il prévient ensuite le général que s'il ne veut pas une annihilation totale, il ferait mieux d'ordonner une retraite.
Mais ces salauds répondent juste qu'ils ne vont pas perdre face à ce petit monstre qu'ils ont créé. L'ami de William est là à dire, général avec un QI de 16, espèce d'idiot. On a déjà perdu un tas de monde. Mais le crétin claque la table et lui dit de se taire. Si on ne peut pas abattre ce monstre, tout le monde va penser que le groupe Sim est celui qui a tué les ombres, et alors les militaires perdront tout leur moral. En d'autres termes, ils essaient juste de cacher la vérité en tirant 500 bazookas sur Janusa, qui est là avec de l'électricité qui crépite autour de son corps. Pendant qu'Atomy demande au protagoniste ce qui se passe, il réalise que Janusa subit une autre transformation.